Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Comme à l'habitude, je vais vous lire des commentaires et ce qui est fascinant, c'est comme on a plusieurs épisodes maintenant qui sont disponibles, on a plus de 120, si je me trompe pas. C'est qu'il y a des commentaires qui arrivent sur des podcasts qu'on a fait dès le départ, parce que des fois, vous commencez à nous regarder, puis là, vous avez la curiosité d'aller voir tous ceux et celles qu'on a fait avant. Ça fait que c'est intéressant, ça donne de la, je sais pas, ça donne de la texture à ce qu'on lit, puis on se rend compte que ce qu'on fait ici, c'est intemporel. Ce que Laurent Paquin était le premier invité d'Ouvre ton jeu, alors ce qu'il a dit il y a plus de 2 ans, ben c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est toujours l'humain dans tous ses états, peu importe les témoignages qu'on reçoit, on a ce thème-là en commun. On prend nos invités tels qu'ils sont, sans jugement et surtout sans tabou. Alors aujourd'hui, on a Linda qui nous parle de l'épisode avec Jarry. Si vous l'avez manqué, juste vous dire que Jarry, c'est un Français, c'est un comédien, un humoriste, un auteur. Il a animé des grandes émissions françaises aussi. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement polyvalent, qui a une communauté de plus de 6 millions de personnes qui le suivent dans l'ensemble de la francophonie. Alors, on a eu la chance de l'avoir en studio. Et Linda dit « J'ai tellement aimé Jarry, ça a passé trop vite, je ne le connaissais pas. Ça me motive à garder ma belle folie. Merci pour mes beaux matins avant de travailler. Ça part ma journée positivement. » On a Nadia qui parle de l'épisode de Jean-Nicolas Véraud. Elle dit « Je suis enchantée de cet entretien. Merci d'oser sortir de la boîte et d'aborder des sujets comme la physique quantique et le transgénérationnel. C'est tellement agréable et enrichissant d'entendre ces échanges. Ça m'a fait un bien énorme. Merci. » Effectivement, parler de la physique quantique, c'est la première fois qu'on le faisait à Ouvre ton jeu. Mais moi, j'en ai appris. C'est intéressant d'entendre Jean-Nicolas, de voir comment il applique la physique quantique dans sa vie. Alors, ça vous tente d'aller voir cet épisode-là. Évidemment, il est disponible. Et Émile nous parle de l'épisode de Lise Dion qu'on a fait sur scène à la salle Odyssée à Gatineau. Mais il est disponible, dans cet épisode-là, il est disponible parmi tous les Ouvre ton jeu. Alors, Émile nous dit « Je suis dans une très mauvaise passe. L'écoute d'Ouvre ton jeu avec Lise a été un vrai cadeau. J'ai ri comme je ne croyais plus possible de rire. » Oh, c'est touchant, ça, de vous lire, Émile. « J'ai littéralement pleuré de rire. Merci d'avoir augmenté la synthèse de mes endorphines. Du réel bonheur, ça m'a fait du bien. » Ah, ben ça, faut que Lise le lise aussi. Il va falloir qu'on le transmette à Lise parce que, c'est tout ça, Ouvre ton jeu. C'est ces échanges qui permettent de vivre un lot d'émotions. Évidemment, pour vous offrir les épisodes, oui, on est sur Patreon, qui est une plateforme qui est payante avec des niveaux différents. On est là un peu d'avance et sans publicité, mais vous pouvez nous retrouver à chaque semaine sur toutes les plateformes et c'est absolument gratuit. Et ça, c'est en grande partie grâce à nos partenaires, dont Karine Jonca. Karine, que vous pouvez retrouver dans plus de 1000 lieux de vente à travers le Québec, beaucoup dans les pharmacies. Elle a plus de 65 produits. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'on regarde ça de plus en plus, c'est qu'elle a la certification fait au Québec, donc de l'idéation jusqu'à le produit fini qui se retrouve sur les tablettes. Tout le processus est maintenant fait au Québec et en plus, une entreprise familiale. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Donc, Karine Jonca vous offre 15 % de rabais si vous faites des achats en ligne sur son site web et le code promo pour déduire le 15 %, eh bien, c'est Ouvre ton jeu 15. C'est la même chose pour Eros et compagnie, qui est un partenaire important de Ouvre ton jeu. Eux aussi ont une boutique en ligne et si vous voulez faire des achats, ben vous vous rendez sur le site d'Eros et compagnie. 15 % de rabais avec le code ROSE15. Optoréseau, qui est aussi un partenaire, il vous rappelle toujours qu'il y a 86 cliniques à travers le Québec. Ce sont 86 propriétaires indépendants d'Optoréseau. Et c'est toujours le bon moment. L'autre fois, je parlais justement avec... c'est toujours le bon moment, je veux dire, pour passer un examen de la vue, mais je parlais avec des gens d'Optoréseau et j'apprenais qu'ils faisaient un verre de contact pour ceux qui ont
qui ont besoin de verre, pour ceux qui jouent au pickleball. Et là, j'étais, faut que je le dise. J'espère que je le dis correctement, mais je connais tellement de gens qui jouent au pickleball, puis des fois, les verres, ça devient un enjeu. Donc, présentez-vous chez Optoréseau. Ils ont une solution pour vous. J'avais envie de vous le partager. Je trouvais ça intéressant de le savoir, en tout cas. Et aussi, vous savez, on a un nouvel ameublement. On est très fiers de ça. Ça fait du bien de changer de décor. Et ça, c'est grâce à Mobilia. Et Mobilia vous offre aussi 15 % de rabais. Vous vous rendez sur le site Internet de Mobilia et le code promo est JEUX 15. Évidemment, j'ai une équipe incroyable. Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Étienne Collard à la captation. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont j'ai lu l'histoire il y a quelques jours. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle, vous allez voir, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Elle vient d'écrire un livre, juste par le titre, vous allez comprendre. Le titre de son livre, c'est La cassure. C'est une autobiographie de Geneviève Janson, qu'on a connue comme cycliste, comme une des grandes cyclistes qu'on a eues au Québec. Aussi, c'était une athlète olympique, Geneviève, et sa carrière s'est terminée tristement parce qu'elle a testé positif à un test de dopage. Donc, elle se dopait à l'EPO. Elle augmentait ses globules rouges dans le sang avec cette substance-là pour faire en sorte qu'elle devienne plus performante. Donc, sa carrière d'athlète s'est terminée de cette façon-là. Ça a été très, très médiatisé parce que c'était vraiment une grande athlète québécoise. Et tranquillement, on a su des choses sur elle, comme à travers les années que son entraîneur l'avait amenée aussi à prendre cette substance-là, que ça n'avait pas été facile, qu'il y avait eu des années terribles et qu'elle s'était enfin séparée de cet homme-là pour reprendre sa vie en main. Et ce livre-là raconte toute sa vie. Il y a des détails difficiles à lire, mais c'est une Geneviève qui va bien aujourd'hui et elle a accepté l'invitation à Ouvre ton jeu parce qu'honnêtement, je trouve que des livres comme ça, des livres où l'authenticité, la vérité, on n'est pas dans le monde des calinours. Des fois, il faut dire les choses avec des vrais mots, même si c'est dur à lire, c'est ce qu'elle a vécu. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes qui sont sous l'emprise d'une autre personne à peut-être s'en sortir, c'est ce qu'on souhaite fortement, ou encore à se reconnaître à un moment de notre vie. Alors, je suis très, très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, c'est le temps de laisser place à Geneviève Janson. Tu sais, puis mon père, il me disait souvent... N'importe où que t'es dans le monde, Geneviève, tu m'appelles, je vais venir te chercher. Où est-ce que t'es? Est-ce que tu veux que je prenne l'avion, tu sais? Reviens, on va t'acheter un billet d'avion. Puis je disais, ben non, tu sais, je voulais juste vous parler parce que je m'ennuie, puis ça devient trop. Mais tu sais, c'est parce que je venais de me faire battre, puis j'avais peur. Mais ça, j'étais pas capable de le dire parce que, bon, pour mettre les gens en contexte, tu sais, moi, je me suis fait dire souvent, si tu le dis à quelqu'un par mon entraîneur, si tu révèles ça, je vais te tuer, puis après ça, moi, je vais me suicider, ça me dérange pas. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Comme je viens de vous le dire, j'ai la chance, puis je considère vraiment ça comme un privilège parce que j'ai lu son livre, j'ai regardé toutes les entrevues qu'elle a données au cours des dernières années. Et pour moi, c'est ça le cadeau de ce que je fais. C'est de dire, je lis, j'écoute, je regarde et j'aurai cette personne-là devant moi. Alors, c'est le moment. Geneviève Janson, bienvenue. Ben, ça me fait plaisir. Je suis tellement contente d'être ici. J'ai écouté aussi ton podcast avant de venir. Comme je t'ai dit, hors caméra, je savais qui tu étais, mais je savais pas que tu avais un podcast et j'ai commencé à l'écouter. Et
je trouve ça tellement intéressant, là, les rencontres que t'as, les gens, comment ils se livrent. Je trouve ça beau, ça m'a beaucoup inspirée, puis ça m'a rendue un petit peu nerveuse parce que je me suis dit, oh my God, moi aussi, je vais y aller. Tu sais, il va falloir que je m'ouvre sur plein de choses que, à date, dans mes entrevues, c'était souvent sur ma carrière, sur des faits précis, sur des trucs comme ça, mais avec les questions et, tu sais, la dynamique du jeu, j'étais comme, qu'est-ce qui va arriver si je pose une question, puis j'ai jamais parlé de ça, tu sais. Donc, mais là, je suis correcte, là. Je suis nerveuse encore, mais ça va Mais bien là, aller. t'as mis ton chandail, en tout cas, qui m'annonce que ça va bien aller. Oui, ça va bien Je aller. suis indestructible. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je suis indestructible. Ça veut dire que malgré tout ce que tu as vécu, on est encore là. On est capable de se reconstruire. On est capable de tout remettre nos morceaux ensemble et de continuer et d'avoir une vie qui est saine et on est capable de s'épanouir dans cette vie-là. Mais le T-shirt, quand j'ai acheté ça, là, je m'en souviens pas quand, là, mais c'était avant la pandémie, mettons entre 2016 et 2020. Je me cherchais des T-shirts à mettre. Je voulais acheter quelque chose de québécois. Donc, je suis allée sur le site La Petite Gazelle Atelier. Et j'avais vu un T-shirt qui ça disait Minou avec, tu sais, la moustache d'un chat. Et avec mon conjoint de l'époque, Paul, on s'appelait mutuellement Minou. Fait que je me suis dit, je vais faire ma quétaine. Je vais acheter 2 T-shirts, un pour moi, un pour lui. Puis quand on sort, on va avoir nos T-shirts pareils, tu sais. Donc, c'est en regardant sur ce site web-là pour acheter mon linge que je suis tombée sur celui-là. Et ça m'a parlé directement sans savoir qu'est-ce qui était en arrière. Et qu'est-ce qui est en arrière de ça? C'est une plateforme qui donne une place aux victimes de violences sexuelles de s'exprimer, soit de façon anonyme ou pas, de raconter leur histoire et de commencer la conversation pour faire avancer finalement le dialogue. Donc, moi, ne sachant pas ça, le T-shirt me parle, je l'achète. Je l'ai porté à quelques reprises dans des contextes médiatiques, mais souvent, tu sais, puis moi, des selfies, j'en fais pas souvent, mais j'en ai fait quelques-uns. Et la jeune femme en arrière du T-shirt a trouvé mon profil Instagram, m'a écrit sur Instagram et m'a dit « Ça me fait tellement chaud au cœur que tu portes mon T-shirt, c'est moi qui est en arrière de ça. » Donc, elle m'a donné un petit peu l'historique du T-shirt. Et voilà. Et j'ai décidé de le mettre aujourd'hui parce que c'est quand même le début de ma campagne avec mon autobiographie que j'ai écrite. Et je me suis dit, je vais porter ça parce que je veux mettre le ton. C'est un message que je me dis à moi et aussi je veux être solidaire envers toutes les victimes de violences et de violences sexuelles pour dire, je suis avec vous et si je peux être une voix, si je peux porter votre douleur sur mes épaules et moi être la voix pour essayer de faire progresser la discussion, je suis capable de porter ça. Parce que là, tu parles de ton autobiographie qui s'appelle La cassure. Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que là, est-ce que tu as l'impression que tu vas réouvrir des plaies? Parce que tu es ici aujourd'hui, oui, mais tu fais aussi de la promotion, évidemment. Quand tu lances un livre, j'imagine que tu vas faire les salons du livre. Tu sais, c'est-à-dire que là, tu donnes ton histoire, elle est écrite. Est-ce que ça te fait peur un peu? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça me fait un petit peu peur, mais le livre, c'était pas une thérapie pour moi. Tu sais, j'ai vraiment réglé mes choses avant de l'écrire. Je pense pas que j'aurais été capable d'écrire ça avec des blessures ouvertes. C'est beaucoup plus une littérature de combat. Je mets mon histoire au profit d'une cause qui me tient à cœur, tu sais. Mais en même temps, j'ai rappelé mon Gilbert, mon psychologue qui me suit depuis mon retour à Montréal, en fait. Puis je lui ai dit, j'ai dit, Gilbert, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Je sais que quand on a vécu des traumatismes comme les miens, on les porte toujours en nous. On sera jamais capable de les effacer. On peut seulement apprendre à les surmonter, tu sais. Mais là, avec tout ce qui s'en vient, je ne sais pas comment je vais réagir. Maintenant, oui, ça fait plusieurs années que, tu sais, je suis stable et que j'ai une belle vie et que je réussis à avancer, mais on ne sait pas quand que le petit démon va ressortir. Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'ils m'attendent au coin de rue. Donc, j'ai dit, est-ce que tu aurais de la place pour moi? Il était comme, ben oui, Jen, tu sais, viens me voir. Donc, je suis retournée voir Gilbert, puis il va m'accompagner au travers de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Fait que je le sais pas, mais en même temps, tu sais, dans le livre, je me mets vraiment à nu, là. Je raconte des choses qu'en fait, c'est mes chums. Je leur ai dit à mes chums, mon premier chum, il était Greg, mon deuxième, qui est Paul, parce que je sentais que c'était mon devoir que ces hommes-là sachent qu'est-ce qui m'est arrivé pour que notre relation soit égale à égale et, tu sais, pour qu'ils comprennent aussi mes blessures.
parce que j'avais peur d'agir de façon complètement bizarre et que eux se soient pris par surprise et que eux ne comprennent pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Pourquoi il réagit comme ça? Tu sais, donc, je voulais mettre carte sur table et je pense qu'en même temps, tu sais, je voulais un peu leur dire, ça, c'est moi. Si tu trouves ça dégueulasse, ce qui m'est arrivé, si t'es pas capable de vivre avec mon histoire, viens pas dans ma vie. Tu sais, je leur donnais comme une espèce de porte de sortie en disant, ben, tu peux t'en aller si tu veux. Tu sais, et puis, bon, les deux ont décidé de rester, là, mais donc, tout ça pour dire que dans mon livre, j'ai décrit plusieurs choses que personne ne sait, à part ces deux gars-là, qui ont partagé ma vie. OK, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là, oui, voilà. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, la chance, j'ai envie de dire, c'est un livre, La Cassure, je l'ai lu. Et j'avais l'impression vraiment, Geneviève, là, que l'étau se refermait sur moi en le lisant. C'est-à-dire que c'est bien écrit, on se met à ta place. On devient vite Geneviève Janson. C'est un peu comme ça que je me sentais. Et on sent qu'avec ton entraîneur, ça se rétrécit. Au début, il y a du monde autour de toi. Il y en a de moins en moins, finalement. Il y a seulement lui. Et après ça, on est dans votre intimité et c'est dur. C'est dur à lire, c'est dur à porter. Alors, je peux imaginer. Et finalement, t'es là aujourd'hui, tu finis par t'en sortir. Mais je peux dire que tous ceux et celles qui vont le lire, ils vont devenir toi à un moment donné. C'est étrange, mais je me sentais comme ça. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça parce que je l'écris aussi avec ça en tête. Tu sais, je pense que c'est pas un livre de sport. C'est un livre de vie. Le sport était accessoire dans ma vie, dans qu'est-ce que j'ai vécu. Oui, puis autour de toi, on a beaucoup entendu parler de PO, de dopage. Ouais. Mais là, on est ailleurs. On est ailleurs, oui, exactement. C'est pas ça, l'histoire. Non, tu sais, je parle comment que c'est arrivé dans ma vie, mais... Ça fait partie de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire, exactement. Puis tu sais, je me suis dit, moi, je me suis promis il y a très longtemps d'être authentique. Cette authenticité-là prend du temps parce que, il faut régler plusieurs choses qu'on a à l'intérieur. Il faut apprendre à aimer toute notre petite partie noire à l'intérieur pour être capable d'être 100% authentique éventuellement. Alors là, quand j'ai pris la décision d'écrire le livre, je me suis dit, Jen, tu vas tout dire et tu vas amener les gens avec toi dans ta tête. Parce que même si mon histoire, oui, en background, il y a ma carrière d'athlète professionnelle, je voulais que les gens de tous les milieux soient capables de se reconnaître. Alors, la seule façon d'être capable de faire ça, c'était d'être moi et de vraiment écrire la mécanique de mon cerveau, de comment ça s'est passé pour moi. Fait que si t'as senti ça, ça me fait plaisir, tu sais. Alors, tu sais, je pense à toutes ceux et celles qui ont été victimes d'agression sexuelle, victimes d'emprise, j'ai envie de dire, c'est une emprise. C'est sûr que ces gens-là vont se reconnaître et on voit qu'il y a une suite à ça aussi. Tu sais, ça finit pas avec l'emprise. Non, ça finit pas avec l'emprise. Et ça, je pense que ça va faire du bien. Parce que même dans le livre, on sent, on dit, enfin, on a de l'oxygène. Tu sais, enfin, il y a un après. Tu sais, ça. Et d'entrée de jeu, je te l'ai dit, quand t'es arrivée, je faisais beaucoup de parallèles avec Nathalie Simard. Mm-hmm. Et tu m'as dit que tu aimerais ça la rencontrer un jour. Je te le souhaite parce qu'il y a quelque chose, il y a un tronc commun entre vous deux qui se sent rapidement. Oui. Puis, j'aime aussi, que tu dises qu'il y a un après parce que je trouve en ce moment dans la société, pour les victimes de traumatisme, et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être aussi complexe que les miens, il y a le stade victime, il y a le stade survivant et on les laisse au stade de survivant. C'est comme, oh my God, Geneviève, tu sais, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Bravo pour être en santé maintenant. Et that's it. Moi, j'aimerais pousser, en fait, la conversation et les outils que là, oui, victime, oui, survivante, mais oui, guerrière. Chaque victime a le droit d'avoir une vie où est-ce qu'on s'épanouit, mais il y a quand même une transition à faire, d'être capable de, tu sais, utiliser notre expérience puis survivre. C'est déjà bien, c'est déjà positif, mais c'est quand même, quand on survit, on est tout le temps essoufflé, tu sais, on essaye de pas être en retard, c'est une course contre le temps, contre la montre, contre la vie.
à un moment donné, on peut se dire, OK, moi aussi, I'm thriving. Tu sais, là, j'avance dans ma vie, je suis au cœur de ma vie, je prends la décision d'être au cœur de ma vie. Mais ça, je trouve qu'il manque comme le pont en ce moment dans les outils, dans les expériences. C'est pas juste se sortir de la situation. Non, exactement. C'est vivre pleinement après. Après, aussi. Exactement. Comme tu dis, la différence entre survivre et vivre à nouveau. Exactement. Donc, j'espère que ma voix, tu sais, va pouvoir servir à ça. Là. Mais, en tout cas, c'est vraiment un livre... je trouve la cassure, il ne faut pas être pressé de lire. Je trouve que c'est un livre qu'il faut prendre le temps, il faut l'assimiler, mais j'ai l'impression vraiment de te connaître. Oh, tu good. comprends? Quand je te vois, j'ai plein d'images qui me viennent en tête, puis c'est un grand privilège. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? My God, oui. Bon, oui. À un moment donné, tu te fais tirer, c'est au tarot. C'est-tu au tarot? Et là, on dirait que c'est pas ça, mais ça me fait penser à cette scène-là où finalement, il y a des grandes vérités. La tireuse de cartes. Oui. Sérieusement, je croyais pas à ça dans le temps. J'y crois pas encore vraiment. Mais c'est comme si j'ai eu une expérience divine. Tu sais, là, que ça, c'est arrivé à un moment dans ma vie où est-ce que ça m'a donné des pistes sans que je le sache. Là, je retournerai pas me faire tirer aux cartes, là, tu sais, je veux pas le savoir, qu'est-ce qui se passe, mais ça m'a vraiment fait du bien à une période de ma vie. Puis, tu sais, en même temps, j'étais complètement... Je croyais pas, là, tu sais, je me disais, ouais, c'est mais en même temps, elle disait elle disait des choses qui étaient tellement précises. J'étais comme, c'est impossible. Ouais, Grégoire, qui était grec pour Grégory, mais que tu savais pas que c'était Grégoire, puis tu l'avais pas revu encore non plus. Non, exactement. Ah non, donc, mais dans le livre, ça m'a marqué. Je quand même. Alors, niveau vert, c'est des questions d'ordre générique. Le niveau jaune, c'est des questions d'ordre plus spécifique. Rouge, c'est vraiment plus intime, c'est adressé qu'à toi. Et la question Patreon, c'est la question du spoilsman, donc c'est pour les abonnés Patreon. Eros et compagnie, on rentre dans l'intimité. On a la question... t'en as deux. C'est moi qui en avais mis deux, puis je voulais te faire choisir. C'est la première fois que je vais faire ça. Bon. Parce que je voulais te faire choisir ta dernière question, Opto-Réseau, qui est toujours cette question-là, je trouve, qui termine en douceur, parce que c'est une grande rencontre, on va loin, et je trouve qu'il faut partir... j'aime ça, laisser partir les invités bien, pas avec... tu sais, des fois, on ouvre des choses qu'on n'a jamais dites, puis ça nous met dans des états plus inconfortables. Et pour moi, j'ai la responsabilité de te ramener dans le même état que tu es arrivé. Et tu es un joker. Si tu trouves que ça va trop loin, que tu as vraiment envie de changer de question, que mes sous-questions t'es tanné, tu mets le joker sur la table. Passe à un autre. Alors, tu peux y aller avec le niveau vert. Tu vas me donner... tu brasses les cartes, tu peux les brasser sur la table. Tu vas me donner 5 cartes. Tu choisiras une question à laquelle tu devras répondre et je vais en choisir une aussi après. Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, je te lis les questions. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Pour être bien avec moi, je dois. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Comment réagis-tu à l'autorité? Bon, les personnes qui ont fait une différence dans ma vie, il y en a tellement que ça... je veux pas faire une liste d'épicerie. Mon Dieu. Je pense que je vais choisir comment je réagis à l'autorité. OK, vas-y. Très mal, en fait. Très mal. Je me rends compte... Bon, tu sais, c'est sûr que j'ai vécu avec une autorité très jeune avec mon entraîneur. Je l'ai rencontré, j'avais 12 ans. Son autorité a vraiment pris emprise sur moi. J'en avais, 14, 15. J'ai resté là pendant 10 ans. Donc, dans toutes mes années formatives, j'étais sous une autorité que je ne pouvais pas contester. Et après, quand je me suis finalement sortie de ça, j'ai eu une période de brouillard où est-ce que là, je me suis rebellée contre tout sans vraiment le savoir, tu sais. Mais maintenant, avec le recul, je regarde mes actions et c'était quand même des actions qui voulaient prendre le contrôle sur qu'est-ce que je pouvais prendre le contrôle. Et si je suis bien honnête avec moi-même en ce moment,
c'est sûr que je vais suivre certaines règles comme bon, les stops j'ai fait, les lumières, tu sais, tout ce qui peut mettre en danger les autres, ça, je vais suivre ça à la lettre. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais tout ce qui est un règlement là, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, je vais essayer de le faire. Là, j'ai juste le mot anglais dans ma tête qui est bend. Je vais essayer de le plier un petit peu. Donc, l'assoupir, l'adoucir. L'adoucir, ouais, ou mais tu veux changer les affaires. Si ça te convient pas, t'as pas envie de te plier à ça. Non, exactement. Puis c'est quelque chose que si j'ai une meilleure façon de faire pour moi, que je pense dans ma tête, je vais faire ça en premier. Tu sais, puis j'en ai parlé en fait avec mon psy pas mal. Et je n'aime pas non plus être patron. J'ai de la misère à être autoritaire. Okay. Non, ça, c'est encore pire. Puis quand j'y en parlais, il me disait « Ouais, mais tu sais, Geneviève, je pense que tu n'aimes pas ça parce que tu as dans ta tête un vieux pattern de comment ton entraîneur était avec toi. » Mais moi, bon, avec mon ancien conjoint, avec Paul est propriétaire du studio Orange Theory Fitness à Vaudreuil. Et quand je l'ai rencontré, moi, j'étais prête pour un changement de carrière. J'étais en restauration, mais là, je commençais à être un peu plus vieille. Puis je me disais, oh my God, tu sais, si je me réveille à 40 ans puis je suis encore en train de me coucher à 2, 3, 4 heures du matin parce que je ferme le restaurant, je sortirai jamais dans ce milieu-là. Et je commençais à être fatiguée. Je commençais à trouver ça difficile, les horaires, même si c'est un milieu merveilleux que j'adore. Je vais toujours aimer la restauration. Je me disais, bon, je serais peut-être prête à un changement de carrière. J'ai rencontré Paul et Paul me dit... ben, tu sais, moi, je vais ouvrir ça avec mon frère. Je vais avoir besoin d'un entraîneur-chef. Est-ce que tu veux être entraîneur-chef? On avance dans l'histoire. Je suis entraîneur-chef. J'ai des entraîneurs à ma charge. Je déteste dire à quelqu'un quoi faire. Je déteste être un peu comme la gardienne, s'assurer que tout le monde a fait sa job, tu sais, aller être la police, vérifier si c'est fait, vérifier. Ah, je déteste ça. Comment tu te sentais à ce moment-là? Mais je sentais que c'était pas ma place de leur dire ça. Peut-être parce que moi aussi, dans ma vie, tu sais, j'ai une très grande... Bon, je fais mes choses. Là, j'ai encore le mot anglophone. A personal agency. Donc, tu sais, là, je suis capable de... Bon, j'avance, je sais c'est quoi mes priorités, je prends action, je suis proactive. Je m'imagine un peu... J'attends ça des autres. Mais là, de devoir leur dire, OK, ça, Marc-Claude, c'est pas fait encore, tu sais, j'en ai besoin pour hier. Est-ce que tu peux faire ça ce soir quand tu arrives chez vous? Est-ce que tu peux finir ta certification? Oui, John, pas de problème. Le lendemain, c'est pas fait, allez vérifier ça. À un moment donné, ça me tannait. Et 2, c'est comme... Je me sentais pas à ma place de demander ça, même si c'était ma position. Alors, même si tu étais capable de le faire. Exactement. C'est juste que toi, par rapport à l'autre, t'aimais pas ce sentiment-là d'avoir une autorité sur quelqu'un. Oui, de sentir que, tu sais, je dois toujours leur imposer quelque chose. Et là, si c'est pas fait, c'est parce que ça leur tente pas. Puis, ça me c'est que t'aimes pas qu'on t'impose quelque chose, t'aimes pas imposer non plus. Non, mais en même temps, me faire imposer certaines choses, je suis bien dans une routine, je suis bien à suivre un plan. Tu sais, la vie d'un athlète professionnel, bon, c'est quand même assez simple. On a des entraînements tous les jours, on a une routine, on a nos compétitions à telle date. Puis, tu sais, on retrouve ça aussi dans le milieu professionnel. On a, bon, des engagements. Ça va bien avec ça. Mais je le sais pas, l'autorité à un certain point, et ça, mon conjoint Paul, qui était, lui, mon boss en tant que propriétaire du studio, qui devait me dire aussi certaines choses que je ne faisais pas et que lui avait besoin, il trouvait ça difficile aussi parce que moi, je réagissais à son autorité, tu sais, un peu comme, ben là, je vais le faire quand ça me tente, tu sais. Fait que, non, c'est quelque chose de très, très complexe. J'aimerais avoir une relation plus saine avec ça. Je pense que je m'améliore avec les années, mais surtout parce que je m'en suis rendu compte et j'ai eu la discussion, et c'est une discussion qui est toujours en cours. Mais c'est sûr que si j'imagine ma vie dans le futur et où est-ce que je m'en vais, oui, je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Alors, faire
quelque chose de plus grand que moi, je vais avoir éventuellement une autorité qui va me dire certaines choses qui doivent être faites, mais je veux avoir le pouvoir de choisir et de le faire un peu à ma façon. Parce que il y a comme un autorité et dominance. Ouais. T'as vécu quelqu'un qui dominait. On dirait que les deux s'entremêlent à un moment donné aussi. C'est que l'autorité, toi, tu vois ça comme avec un gros crayon. Là. C'est comme c'est highlighté, là, l'autorité. C'est pas léger pour toi. Non, exactement. Puis c'est encore mêlé. Ça fait encore un. Donc, quand tu insistes pour que quelqu'un fasse quelque chose, tu vois ça plus lourd que c'est peut-être en réalité pour l'autre. Parce que si tu as un patron, tu t'attends aussi à être guidé. Tu sais, tu t'attends à ça, tu dis, ben, puis en même temps, être patron, ou bien être entraîneur en chef, ça vient avec des responsabilités. Si les clients sont pas contents, c'est toi qu'on va aller voir. Mais je comprends qu'à un moment donné, ce sentiment-là, ça t'intéresse pas. Donc, tu vas avoir la capacité de dire non. Oui, exactement. Puis ça me fait penser à d'autres choses aussi. Bon, c'est un petit peu en marge de l'autorité, mais la confrontation. J'ai tellement de la difficulté avec ça, là. Même si, supposons, je suis dans un endroit public et je vois deux personnes avoir un argument. Un argument, c'est un anglicisme, là, je pense. Là, avoir une chicane ou un désaccord, je suis mal instantanément. Et ça, je sais que ça vient de mon passé. Mais tu sais, je pense que l'autorité est aussi reliée à ça. Ouais. Parce que quand les membres, justement, au studio n'étaient pas contents, ou même en restauration, quand le client était pas content de qu'est-ce qu'il y avait dans son plat, même si ce n'était pas de ma faute, j'avais toutes les émotions qui remontaient en même temps que là, qu'est-ce que je fais, tu sais, comment je vais gérer ça? C'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est ça. Fait que, tranquillement. Inconfortable. Inconfortable. Mais là, bon, j'ai la chance maintenant d'avoir dans ma vie des gens pleins de bienveillance et je suis capable d'avoir ces grosses discussions-là sans sentir, tu sais, que c'est une confrontation où est-ce que je vais perdre. Alors, j'apprends beaucoup avec les gens qui m'entourent en ce moment. Mais c'est ça, c'est pernicieux ce que tu as vécu. Mm. Ça va partout. Oui, c'est ça. Tu sais, ça arrive quand tu t'attends pas. Tu sais, dans ta relation. Tu sais, parce que ce que je trouve particulier dans cette réponse-là, c'est que dans les deux sens, pour toi, l'autorité est difficile. Quand toi, tu es l'autorité et quand tu reçois l'autorité de quelqu'un d'autre. Donc, la position est mince pour toi à travers tout ça. Puis, tu sais, je veux pas être prisonnière de ça non plus. Mais parce non. que si je construis le monde dans lequel Geneviève Janson, qui est la personne que je suis en ce moment, où est-ce que je veux m'en aller, j'aimerais être un leader positif. Je le sais que je suis capable de le faire. Je le sais que je suis capable de montrer l'exemple avec mes actions, avec les décisions que je prends dans ma vie personnelle, dans tout ça. J'aimerais ça être capable d'inspirer des gens, mais pas juste avec un discours, tu sais, avec une marche à suivre, avec d'autres choses. Être capable de leur donner aussi une structure, tu sais, bâtir quelque chose avec d'autres personnes. Alors, j'aimerais me retrouver dans cette position-là éventuellement. Fait que quand je pense à ça et je pense à où est-ce que je suis en ce moment avec ma relation avec l'autorité, comme tu dis, des deux côtés, je me dis, OK, ben là, Geneviève, tu sais, il va falloir que tu fasses quelques petits pas vers l'avant pour justement le construire, ce pont-là. Mais c'est la confiance en toi aussi, quand tu deviens l'autorité de l'autre, de faire confiance, ben c'est ça qu'il faut dire, puis la réaction, je vais la gérer, mais ça faut que ça passe par là. Tu sais, il y a comme faut que ça vienne de toi, peut-être aussi quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais si c'est toi qui est tout de suite en haut, ben ça va venir forcément de toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va dire, tu dois dire à... Tu sais, faut que tu sois, je pense, en haut de ta pyramide là, pour assumer complètement. Parce que, tu sais, quand moi, je te regarde, je trouve que tu as vraiment de la facilité à t'exprimer. Il me semble que je m'attendrais à ce que tu me dises quoi faire. Tu comprends? Je t'écouterais. Mais écoute, quand je pense à moi, quand j'étais petite, là, puis ça, je m'en souvenais pas, j'ai plusieurs comme périodes de ma vie où est-ce que je n'ai pas de souvenirs. Ça a été effacé.
Bon, c'est sûr que dans mon processus de reconstruction, j'ai appris qu'avec certains traumatismes, tu vas avoir des blackouts et tu ne choisis pas c'est quoi. Et souvent, c'est les belles choses qui sont effacées. Ah, ouais, OK. Ça prend... les mauvaises expériences qu'on a vécues vont teinter toutes les belles choses et on se rappelle beaucoup plus de l'émotion et des mauvaises choses. T'sais. Mais j'avais une discussion avec ma mère, puis elle me disait, quand tu étais jeune, tu devais avoir 4 ans ou 5 ans. On habitait à Saint-Hilaire. J'ai déménagé de Saint-Hilaire à la Chine l'été de mes 7 ans. Donc, j'avais 6, j'allais avoir 7 à la fin de l'été. Puis, je me faisais garder. Puis, on était tous en train de jouer dehors, moi et, 3, 4 autres petits-enfants. Et la gardienne était partie chez la voisine. Les portes étaient barrées. Donc, on arrive, on essaie de rentrer à l'intérieur. La porte était barrée. Tous les autres petits-enfants ont commencé à pleurer. Où est-ce que est Diane, notre gardienne, blablabla. Et moi, avec ma petite confiance, je leur ai dit, inquiétez-vous pas, elle va sûrement revenir, elle nous a pas abandonnés. Et je les coachais à passer au travers de ça. Et la gardienne est arrivée sur l'entrefaite. Et c'est elle qui a tout vu ça et qui a conté ça à ma mère. Donc, je l'avais ça quand j'étais petite. J'avais cette confiance-là d'aller vers l'autre. Mes parents, je parlais pas anglais. Mon père m'apprenait l'anglais. Quand j'avais besoin de quelque chose et qu'on était dans un milieu anglophone, mon père me disait quoi dire. J'étais capable d'aller demander en anglais qu'est-ce que je voulais. Et je l'ai comme perdu au fil des années. Je pense que c'est parce que j'ai appris à me taire. J'ai appris à... Et ça, je pense que c'est assez commun de victimes de violence ou d'enfants qui viennent de familles violentes ou avec des parents alcooliques. On apprend à observer. On apprend à essayer d'anticiper quand la personne va être violente. Souvent, quand on dit des choses, on se fait crier après. Donc, on se tait. On apprend à être un peu toujours sur nos gardes. On est aux aguets. Et pas prendre trop de place. Pas prendre trop de place, pas prendre de décision. Moi, dans ma vie, avec mon entraîneur, quand il me laissait prendre des décisions, il était là, oui, Geneviève, vas-y. Je prenais ma décision. À la minute que ça se passait pas bien ou que c'était pas assez performant, que ça soit dans n'importe quelle niaiserie, il me le remettait un peu sur le nez. Tu sais, comme, là, tu vois, Geneviève, tu me l'as pas demandé. Si tu me l'avais demandé, on aurait fait ça comme ça serait pas arrivé. Donc, veux pas, on apprend à, finalement, pas se défendre, dire plus rien. Puis quand je prends une décision, c'est clairement pas la bonne. C'est clairement pas la bonne. Donc, notre intuition, la petite voix à l'intérieur, c'est ça que on veut plus l'écouter. Donc, quand tu parles de reconstruction, c'est tout ça. C'est tout ça. Puis j'essaye de retrouver la petite enfant que j'étais pour... Justement, je le sais que je l'ai en moi. J'ai pas toujours eu des rapports à l'autorité qui étaient malsains. Fait que des fois, quand je me retrouve dans des situations où est-ce que je suis là, j'essaie de retrouver cette petite Geneviève-là que je connais pas encore beaucoup, mais que je sais qu'il existe. Avec les souvenirs que mes parents me disent de moi, quand j'étais plus jeune et tout ça, là. Mais en tout cas, je souhaite que tu retrouves ça parce que tu as cette drive-là de quelqu'un qui devient une leader. Tu es une leader, on le sent. Donc, tu es une leader positive. Donc, ça vient avec ça aussi. Oui, exactement. Alors, mais tu travailles là-dessus. Je travaille là-dessus. J'aime dire que je suis un travail en progression constante. Ça peut être difficile pour les gens qui partagent mon quotidien, tu sais, que je change toujours et que j'essaye toujours pas d'être la meilleure, pas de m'améliorer, pas de... Ben oui, de m'améliorer, mais tu sais, je veux dire, pas être la meilleure dans quelque chose de spécifique, mais je veux quand même me transformer. Je trouve ça beau, tu sais, je trouve que le parcours humain, on n'est pas supposé de rester la même personne tout le temps. On est supposé d'avoir une évolution. Des fois, cette évolution-là, ça prend des bombes nucléaires, des fois, ça se fait beaucoup plus doucement. Mais tu sais, j'essaie de me transformer pour devenir une meilleure personne, pour être plus à l'écoute des autres, pour, tu sais, Puis les passions dans une vie, ça change, nos intérêts changent. Des fois, on fait des rencontres qui nous amènent sur un chemin qui est complètement différent. Tu sais, je vais être ouverte à ça. Mais il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Tu sais, j'ai envie de te poser cette question-là. Pour être bien avec moi, je dois... Et ça, c'est complexe. Je dois faire plein de choses. En premier lieu,
je dois bouger. J'ai la bougeotte dans la vie. Oui, j'ai été une athlète de haut niveau, mais je me rends compte comment, pour moi, juste le mouvement du corps est important à assimiler les choses que j'apprends et à assimiler aussi mes émotions, à me laisser la place de vivre mes émotions. Ça passe beaucoup par le mouvement du corps. Puis c'est souvent la marche là, pour moi parce que, bon, le vélo, j'en fais encore. J'ai renoué avec le vélo. Je suis vraiment fière de moi d'avoir fait ça. Ça fait partie de moi. Mais c'est pas nécessairement ça. Si j'avais plus le vélo dans ma vie, si j'avais un sport à choisir pour le restant de mes jours, ce serait probablement la marche en forêt, le hiking. Parce que je reconnecte beaucoup avec moi. Fait que pour être bien avec moi, oui, je dois bouger et je dois m'écouter, mais je dois dire que m'écouter, c'est encore difficile pour moi. Je me sens coupable souvent. Le sentiment de culpabilité est présent tout le temps. Par rapport à qui? Et c'est pas à une... En fait, par rapport à qui? C'est par rapport à moi. Mais c'est pour des affaires complètement stupides, tu sais. Puis encore là, pas pour retourner encore en arrière, mais tu sais, je me suis tellement sentie coupable toute ma vie, peut-être encore une fois, ben à cause de qu'est-ce que j'ai vécu, puis à cause que j'ai été dans une relation toxique pendant tellement d'années, que je suis habituée à ce sentiment-là. Donc, une journée où est-ce que je me suis dit, tu sais, demain, j'aurai le temps, je vais aller en vélo. Parfait. Ça reste comme ça, il n'y a rien de... J'arrive le lendemain, j'ai un imprévu, je ne vais pas en vélo. Je me sens coupable de ne pas être allée en vélo. Mais ça n'a pas rapport, le vélo, c'est plus mon travail maintenant. Tu sais, je veux dire, je ne gagnerai pas en force physique. J'ai décidé d'aller en vélo parce que j'avais 2 heures libres dans mon horaire, puis il annonçait beau, puis tu sais, je vais aller faire ça pour mon plaisir. Des fois, j'écoute un podcast, des fois, j'écoute rien, des fois, j'écoute de la musique. Mais là, à cause que je fais pas ça, ça, c'est ma source. On dirait que pour me sentir coupable. Si, un autre exemple, le lendemain, tu sais, je sais pas, je m'en vais au restaurant, je me suis dit, je vais essayer de manger léger parce que là, j'arrive au restaurant, je choisis autre chose. Je vais me sentir coupable de ce que j'ai choisi. Je vais décider de boire un verre de vin un soir parce que, bon, j'étais en bonne compagnie, j'ai du plaisir, tu sais, puis je m'étais dit, ce soir, tu sais, bois pas. Puis là, je décide de prendre un verre de vin, puis tu sais, le verre de vin n'aura pas d'incidence, là. Ça va être ma source de culpabilité. On dirait que il faut que je me sente coupable dans quelque chose dans ma journée, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et ça, je veux m'en débarrasser. Mais là. ça t'enlève la liberté. Ça m'enlève la liberté de tout. Mais oui. Et je le sais que c'est un vieux pattern. C'est des menottes qui appartiennent au passé que je traîne encore dans ma vie à 44 ans. Puis là, je me dis, John, tu peux-tu des fois te pas sentir coupable, rester dans le plaisir? Parce que pour que les gens comprennent bien, tu as eu un entraîneur très jeune. Oui. Et cet entraîneur-là, tu as vécu avec lui. Vous êtes même mariés aux États-Unis. Bon, ça facilitait le côté citoyenneté là, pour avoir une résidence. Je pense que c'était quelque chose comme ça. C'était pour avoir le restaurant que j'avais décidé d'acheter. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, même tu t'es marié avec cette personne-là. Ouais. Mais je veux dire, tu as vécu avec lui dans la même maison. Puis pour les gens de l'extérieur, vous étiez un couple, mais dans lequel toi, tu n'étais pas... c'est comme si tu l'avais pas tant décidé, en fait. Que c'était... Non, exactement. C'est ça, tout a été imposé. Tu sais, quand tu dis tantôt mes 2 relations, tu ne le nommes pas. Ça n'a pas été une relation amoureuse pour toi. Non, et en fait, puis même si on regarde les expériences sexuelles, lui, il compte pas. J'ai décidé... Tu repars à zéro, on le sent que... J'ai décidé que la première fois que j'ai eu une relation sexuelle avec quelqu'un, j'avais 25 ans. Avec mon chum. Et non 15. Et non 15. J'ai décidé que ça comptait pas. Et lui, c'est ça, ne compte pas non plus. Mais tu as été combien d'années sous cette emprise-là? En temps réel? En temps réel, on peut dire 10 ans. 10 ans. Oui, de 15 à 25 ans, c'était le crux de qu'est-ce qui m'est arrivé. Là. Parce que quand tu parles de tes menottes du passé, tu ramènes ça à ces 10 ans-là. Oui, à ces 10 ans-là. C'est pas avant, c'est ces 10 ans-là. Donc, quand tu dis pour être bien avec moi, c'est difficile parce que je me culpabilise parce que lui, ce qu'on comprend, surtout en lisant La Cassure, c'est que tu es culpabilisé tout le temps.
peu importe ce que tu fais, c'est jamais la bonne affaire. Exactement. C'est jamais la bonne affaire. Puis c'est jamais assez. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autres mots à le dire. Puis j'ai lu, en fait, hier, j'écoutais La Grande Librairie, qui est une émission française qui parle de littérature, parce que bon, je suis vraiment nerd sur les livres, je lis énormément. Et c'est une émission que j'aime. Donc, il y avait une discussion avec Chloé Delhomme et d'autres auteurs, et elle a dit le titre d'un livre que là, je dois me procurer. Il est hors impression en ce moment. En tout cas, je vais essayer de le trouver. Céder n'est pas consentir. Et ça, c'est venu me chercher, Marie-Claude, hier, là. Puis je me suis dit, c'est ça qui m'est arrivé, moi, quasiment dans toute cette période-là. Je cédais. C'était pas un consentement que je disais, mais je cédais. Parce que je devais céder pour survivre. Et voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a frappée. Puis, Mais c'est quand même gros de dire ça, tu sais. Ouais. Céder, ça veut dire que c'est jamais ton choix. Mais C'est quand tu comme- parlais du mariage, là, juste là, j'ai cédé pour ça aussi. Et ta famille le savait pas. Non. Ça aussi, dans ton histoire, c'est cette grande solitude. T'es seule toujours. T'es seule avec le secret parce que t'es seule. Quand tu compétitionnes, tu sais que t'as pris de l'EPO, mais tu n'as pas le choix de me mentir. Mm-hmm. Mais tu vis seule aussi avec ça. Tu partages pas grand-chose avec cet homme-là. Non. À part la compétition où on vous voit ensemble, mais je veux dire, on te sent toujours seule avec ce que tu subis parce que tu le dis jamais à personne. Non, c'est ça. Tant que tu es avec lui, il n'y a rien qui sort de là. C'est un tombeau. Mais t'es où pendant ce temps-là? Comment tu le vis à l'intérieur de toi? Tu pleures-tu? Comment tu le vis, ça, au quotidien? Parce que, tu sais, je me demandais comment toi, tu sais, physiquement, y a-tu des moments où tu t'en allais? Tu disais, pour survivre, là, tu as dû avoir des moments quand même où tu te retrouvais avec toi-même. Mon Dieu, je pleurais souvent. Je pleurais souvent. Des fois, j'avais des crises de panique. Tu sais, j'appelais mes parents, je me sauvais, j'allais dans une cabine téléphonique, j'appelais mes parents. Puis là, je pleurais, tu sais, mais je voulais pas rien leur dire de qu'est-ce qui se passait dans mon réel. Donc, je disais, je suis fatiguée, tu sais, l'entraînement, c'est difficile, je suis épuisée. Puis mes parents, ils me le disaient, Geneviève, reviens à la maison, c'est pas grave, le sport, tu es super intelligente, tu vas avoir une autre vie. Tu sais, puis mon père, il me disait souvent, n'importe où que t'es dans le monde, Geneviève, tu m'appelles, je vais venir te chercher. Où est-ce que t'es? Est-ce que tu veux que je prenne l'avion, tu sais? Reviens, on va t'acheter un billet d'avion. Puis je disais, ben non, tu sais, je voulais juste vous parler parce que je m'ennuie, puis ça devient trop. Mais tu sais, c'est parce que je venais de me faire battre, puis j'avais peur. Mais ça, j'étais pas capable de le dire parce que, bon, pour mettre les gens en contexte, tu sais, moi, je me suis fait dire souvent, si tu le dis à quelqu'un par mon entraîneur, si tu révèles ça, je vais te tuer. Puis après ça, moi, je vais me suicider, ça me dérange pas. Parce que moi, j'ai tout fucké ma vie pour toi, tu sais, mais je vais te tuer. Et la violence était tellement vivante dans ma vie, que ce soit psychologique, sexuelle ou physique, avec les coups. Ou, tu sais, des fois, c'était pas bon, des violences comme je décris dans mon livre, pour pas trop en dire, tu sais. Comme des scènes que je décris dans le livre, des fois, c'était plus mineur que ça, mais c'est quand même des violences physiques que je me disais, ça se peut très bien qu'il me tue. C'est possible. Ah oui, tu y croyais. Tu sais, j'y croyais. Parce qu'il y a certaines fois qu'après m'avoir fait battre, je ne sais pas si j'étais capable de survivre. Mais pour répondre vraiment à ta question, la business de survivre, c'est tellement prenant. On essaie tellement... Moi, en tout cas, je vais parler au jeu, j'essayais tellement de me trouver des façons de passer à la prochaine minute, à la prochaine heure, à la prochaine journée, que finalement, ça l'occupe tout ton esprit et t'es juste occupé à essayer de survivre. Fait que comment tu vis ça? Ben, éventuellement, tu te sens en vie. Je me sentais en vie quand je survivais. C'était mon motif. Tu sais, OK, j'ai passé encore une autre journée. OK, là, j'ai passé une semaine. OK, là, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis, tu sais, il y avait juste assez de beaux moments grâce au sport, grâce aux victoires, à mes coéquipières qui étaient contentes, tu sais, à mes commanditaires, au public qui était content, que je pense que
je m'accrochais à ça. Parce que tu avais un monde extérieur. J'avais un monde extérieur qui était extrêmement restreint. Restreint, mais les gens te reconnaissaient. Oui. Tu avais une reconnaissance à l'extérieur qui était courte et personne ne pouvait se douter de ce que tu vivais. Donc, mais tu avais ça. Tu gagnais tes courses, tu étais reconnu dans ton... J'étais dans les magazines. J'avais une grande portée. Et tu sais, j'ai toujours voulu ça comme enfant. Je voulais faire une différence. Pourquoi j'ai choisi le sport, ça, je sais pas. Mais tu sais, je me souviens quand j'ai décidé que je voulais être championne du monde et que je voulais continuer là-dedans, je me disais, si je peux donner un peu d'espoir aux gens, de croire en eux, tu sais, de gagner un peu envers contre tous et de faire des belles performances pour qu'ils voient une Québécoise qui réussit au niveau, tu sais, international puis tout ça. Si les gens peuvent me voir et se dire, waouh, tu sais, si Geneviève est capable, peut-être que moi aussi dans ma vie, je suis capable. Mais c'est ça qui m'allumait. Donc, dans toute ma malchance ou dans tous les traumatismes que j'ai vécus, dans la violence inouïe que j'ai vécue, j'avais juste assez de ça, de petites expériences positives que, tu sais, une petite fille venait me voir ou quelqu'un venait me voir puis disait, oh mon Dieu, tu sais, merci de m'avoir fait vivre ça, que c'était assez pour garder la flamme allumée. Voilà. Ça nourrissait ta flamme. Voilà. Donc, on peut comprendre pourquoi tu culpabilises, même pour des petites choses. Mais donc, ça fait que t'es pas... Quand tu es à quelque part, tu n'es pas complètement libre. Tu as comme un petit saboteur à l'intérieur de toi qui prend encore de la place. Oui, mais tu sais, ça, je pense, Marie-Claude, qu'à date, là, encore une fois, si je suis super honnête avec moi-même en premier, ma reconstruction jusqu'à date, ça a été d'apprendre à vivre sans mon entraîneur. Mais là, j'aimerais ça passer au deuxième niveau, d'apprendre à vivre avec Geneviève qui est là. Geneviève qui maintenant a des outils, tu sais, dit oui à des projets qui lui font peur. Mais ça, avec la dénonciation, je me rends compte, puis ça, je l'ai déjà dit avant, que, tu sais, avant d'avouer les violences sexuelles que j'ai vécues, je m'étais construit une boîte autour de moi que, tu sais, en haut de ma tête, il y avait peut-être 1 pouce d'espace, même pas 1 centimètre d'espace pour grandir. Parce que j'étais encore prisonnière de ce secret-là. Et là, je me rends compte qu'il me gardait dans l'adolescence, qu'il me gardait dans cette période-là de ma vie. Et depuis, bon, je l'ai avoué, en fait, ça fait maintenant 3 ans, en 2022, je me suis rendu compte que ça a été super bien accepté par les autres, que finalement, j'étais pas dégueulasse, que finalement, tu sais, j'étais une personne à part entière. Mais ça, le verbaliser devant le monde entier, pas le monde entier, là, mais tu sais, comme devant le Québec et tous ceux qui me connaissent, c'est comme si ça l'a fait exploser ce plafond-là. Mais là, apprendre à vivre sans ce plafond-là, c'est encore une autre... c'est un autre apprentissage. Donc là, ça fait 3 ans. Là, bon, la biographie sort. Je dois apprendre à vivre avec... Voilà, là, Jen, t'en as plus de secret. Il n'y en a plus de plafond. Le plafond a sauté. Donc, la culpabilité, viens plus la mettre dans ta vie parce que tu es confortable avec te sentir coupable. Ouais. Tu sais, c'est un frein maintenant. Donc, c'est un apprentissage que je suis en train de faire, mais tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre. Là, ça m'a pris quand même 10 ans avant de me sauver de ma relation toxique, tu sais, éventuellement. Mais je trouve que ton histoire, là, je suis sûre qu'il y a bien des gens qui nous écoutent et qui se reconnaissent là-dedans. C'est que tu peux te sortir physiquement de cette relation-là. Tu peux dénoncer, mais le temps de se reconstruire, il faut prendre le temps de se reconstruire. Il faut pas, tu sais, là, tu dis, tu culpabilises, mais tu sais d'où ça vient aussi, mais c'est un réflexe que on t'a forcé à culpabiliser sur tout ce que tu faisais. Tu sais, t'étais observé, tes faits, tes gestes, t'étais observé tout le temps, là. Tu sais, quand tu vis avec la personne qui t'observe, en plus qu'elle a une autorité sur toi, autant personnelle que professionnelle, tu sais, dans ce que tu faisais dans ta vie, c'était aussi ton autorité. Ouais. Tu sais, t'avais pas d'endroit vraiment pour respirer, pour être libre. Puis éventuellement, tu sais, bon, avec les soupçons de dopage et tout ça, j'ai été observée de partout. Hey, tout était là. Tout était contrôlé. Ah, mais ça, moi, là, je te dis, quand on lit ton histoire puis qu'on va revoir les entrevues où tu
tu Mais je n'avouais nie en pas, premier, tu ouais. nies. Ben oui, tu nies parce que bon, il y a plein de choses là-dedans, mais ce n'est pas ta décision non plus de prendre le PO qui faisait en sorte que tu avais plus d'oxygène dans ton sang, hein, donc tu devenais plus performante. Oui, on récupérait mieux, tout ça. Là. Donc, il y avait des avantages. Je viens de me prendre, là, c'est peut-être un défaut de langage, mais on dirait que quand je parle de moi, dans ce moment-là, je dis « on », comme si j'étais encore deux personnes. Je dis pas « oui, je récupérais plus », c'est comme « ben oui, on récupère plus ». En tout cas, c'est tout, là. Mais c'est parce que tu dois te parler dans ta tête. Oui, c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est comme « on », mais je comprends, c'est que tu parles à ta Geneviève. Je pense que tu parles à la petite Geneviève. Peut-être que je ne vais pas faire de la oui, non, absolument. Il y a comme quelque chose de dire, regarde, ensemble, on se reconstruit. Oui, voilà. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas si tu vas arriver au jeu, mais dans le sens qu'à un moment donné, ça va, mais je pense que on va refusionner. Tu vas refusionner, mais c'est sain de parler à ton essence, tu sais. Le niveau jaune, Geneviève, tu vas m'en donner 4, une question à laquelle tu vas répondre et je te poserai aussi une question. Okay. C'est le dernier niveau où je choisis une question. 3 et 4. Qui représente tes parents dans ta vie? Quel sens donnes-tu au mot liberté? Quel est ton plus grand complexe? Et à quel moment as-tu dû être courageuse? Bon, je voudrais répondre à toutes les questions. Laquelle qui va me mettre le plus au défi? Celle-là est un petit peu plus facile, là, moment à être courageuse. Donc, ça serait entre ces deux-là, je pense. Mon plus grand complexe ou le sens que je donne au mot liberté. Je pense que je vais y aller avec liberté parce que, bon, c'est... ça change beaucoup. Ça change beaucoup, mais ça revient à mon premier amour qui est... Bon, on va retourner loin. Quand j'étais petite, je tripais sur le film Supergirl. Et qu'est-ce que j'aimais de ce film-là, en plus qu'elle était une héroïne et qu'elle sauvait le monde et qu'elle se battait contre les méchants pour le bien, elle volait. Et voler, pour moi, je pense pour plusieurs personnes, c'est quand même un sentiment, tu sais, de liberté. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus libre qu'un oiseau qui vole, qui peut aller où est-ce qu'il veut, qui voit tout de haut, tu sais? Des fois, j'ai des rêves où est-ce que je vole et ça, c'est génial. Là. J'en reviens pas que je suis capable de rêver à ça. Ensuite, je suis tombée dans le vélo et qu'est-ce que j'ai aimé en premier là-dedans, c'était ce sentiment-là de liberté. Parce qu'en vélo, t'enfourches ton vélo, tu pars, t'as quand même un momentum. T'as quand même une certaine vitesse qui t'amène à quelque part. En 1 heure, t'es capable de couvrir beaucoup de terrain. Tu sais, en course à pied, j'aime beaucoup la course à pied aussi, je la pratique beaucoup. Mais en 1 heure, tu sais, bon, tu vas peut-être couvrir un radius de 6 à 10 km, un petit peu plus si tu cours souvent, si t'es en forme. Tandis qu'un vélo, là, tu peux aller dans 1 heure jusqu'à 30 km. Les pros écoutent beaucoup plus que ça, mais tu sais, c'était ce sentiment de liberté-là. Pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes, ma liberté, elle était brimée pendant très longtemps. Ma liberté, elle était calculée. Et là, maintenant, de retrouver la liberté, qu'est-ce que la liberté pour moi? Ça l'a changé beaucoup. La liberté, c'est d'être capable de vivre en entier, c'est d'être capable de me montrer au monde en entier, c'est d'être capable de porter mes cicatrices à la vue de tous en entier, tu sais, de rien cacher. Je pense que quand je suis bien avec moi, je me sens libre. Quand je suis honnête avec les autres, puis tu sais, ça, je dis pas parce que je mens ou que je veux mentir, mais tu sais, il y a certaines choses qui sont difficiles à dire. Encore une fois, moi, je me suis promis de dire les belles choses et de dire les moins belles choses, de pas attendre trop longtemps parce qu'on sait pas que ça arrive dans la vie. Tu sais, je pourrais mourir en sortant d'ici. Oui. On le sait pas. Tu sais, bon, la vie, elle nous donne tout le temps des coups de pied d'en face. Tu sais, j'ai tellement eu de regrets envers les autres, de pas avoir dit à quelqu'un je t'aime, de pas avoir dit à quelqu'un je m'excuse, de pas avoir pris de risque en voulant dire, ça te tente d'être mon chum, tu sais, des affaires comme ça
ou je me sens pas bien ici, qu'est-ce que tu viens de dire, ça m'a blessée. Je me suis tellement retenue pendant longtemps que ça, j'essaie de le dire maintenant, même si je vais me mettre mal à l'aise, ou même si ça va mettre l'autre un peu mal à l'aise. Mais pour moi, ça, c'est une forme de liberté. Puis, tu sais, apprendre à dire non et apprendre à dire oui aussi, me laisser l'opportunité d'avoir du bon dans ma vie, de dire oui à ce projet-là, même si je suis terrifiée, parce que ça vient chercher un de mes plus grands complexes. Je me sens tout le temps un peu comme un imposteur dans ce que je fais. Avec ça, on va prendre celle-là comme deuxième. Ah oui, tu te sens imposteur. Ouais. Puis, je ne sais pas encore une fois, je ne sais pas nécessairement de où ça vient, mais j'ai quand même une idée. Parce que quand j'étais toute petite, tu sais, j'avais pas ce complexe-là. Là. Je partais, puis moi, je faisais... j'y allais selon mes propres règlements, tu sais, je faisais mes... Tu vivais selon tes propres lois très rapidement dans ta vie. Voilà, exactement. Et, mais là, tu sais, dans plusieurs choses, comme quand j'ai écrit mon autobiographie, je savais que j'étais capable, mais je me disais, my God, tu sais, moi, j'ai jamais eu d'éducation en littérature, j'ai jamais écrit de ma vie vraiment quelque chose, tu sais, ça va-tu être bon, est-ce que j'ai ma place? Quand je suis invitée dans des gros projets, tu sais, je me dis tout le temps, ouais, mais moi, j'ai rien à dire, tu sais, même dans le sport, quand je gagnais, je me disais, c'est-tu vraiment ma place? Est-ce que je mérite tout ça? Donc, ce sentiment-là d'être un imposteur dans ma propre vie est présent. Fait que liberté et de me défaire de tout ça, de croire en mes capacités, mais ça, je peux relier ça maintenant à apprendre à vivre sans mon entraîneur et apprendre à vivre avec mes propres qualités maintenant et à avoir confiance en moi. Mais tu sais, avoir confiance en soi, et ça, je vais relier ça au sport, mais ça se relie dans la vie aussi. En anglais, on dit « confidence needs evidence ». Alors, pour avoir confiance, il faut quand même avoir, dans nos expériences, une certaine... Ce serait quoi le bon mot français? Evidence... Ben, ça veut dire qu'il faut que tu l'aies comme prouvé. Oui, il faut se le prouver à nous. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais. Donc, quand tu dis non à tout, tu les auras jamais, ces preuves-là. Donc, aller chercher, me mettre dans des positions où est-ce que je vais grandir ma confiance en moi parce que maintenant, j'ai la preuve. Ben oui, c'est-à-dire dans l'exercice, tu l'as exercé et ça dit que tu es capable de le faire. Ben c'est parce que ça pourrait se traduire par des évidences, mais l'évidence dans le sens de l'avoir fait. Exactement. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais ça te prouve que tu es capable. Et tu sais, puis on dit souvent encore, ça c'est un dicton de sport, mais qu'on peut vivre très bien dans la vie professionnelle et personnelle et tout ça. Tu sais, c'est bon d'avoir un but qui n'est pas tellement haut que finalement, quand tu vas dire « OK, je vais essayer », que tu ne l'auras pas. Il faut que le but que tu te donnes soit un stretch juste assez grand pour t'amener à que tu peux y toucher. T'sais, et c'est là que tu vas grandir, que oui, tu as une chance de réussite, mais que c'est juste un petit peu en dehors de ta zone de confort. Et de là, d'être capable de faire ça, bien là, tu te rends à une nouvelle place dans ta confiance, dans ta vie personnelle, et là, tu te dis, OK, tu sais, ta boule de neige est devenue un petit peu plus grosse. Bien là, le prochain risque que je vais prendre, il est encore un petit peu plus grand. Il manque peut-être un 5% d'aptitude, mais si je m'entoure bien, si, tu sais, je calcule mon saut comme il faut, je vais être capable de me rendre. Et c'est de prendre des pas qui sont juste assez grands pour être un renforcement positif, mais en étant tout le temps un petit peu épeurant. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, tu sais, dans les athlètes, on a la chance d'être capable de se prouver un peu à tous les jours. Parce que veux pas, tu sais, pour s'améliorer physiquement, ça prend des entraînements qui sont difficiles quelques fois par semaine. On a des séances d'intervalle, on a, tu sais, un entraînement que tu regardes sur papier puis tu te dis, ouais, ça va être difficile aujourd'hui. Mais quand on l'a terminé, c'est comme passer un examen à l'école que tu t'es préparé, tu as ta note, tu es comme, yes, je l'ai eu. Mais tu sais, quand tu passes de ta vie athlétique, que tu as eu ça, que tu as eu des compétitions, que tu as des validations externes, quand même assez régulièrement dans ta vie, quand tu tombes dans une vie
professionnelle où est-ce que là, ta carrière est terminée puis tu commences un autre pan de ta carrière, de ta personnalité. On les a plus, ça, dans notre vie. Tu sais, on n'a plus cette facilité-là d'aller chercher notre... On n'a pas de validation. On n'a pas de validation externe facilement. Donc, le doute s'installe. Le doute s'installe, puis tu sais, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette transition-là, mais quand j'ai catché, quand j'ai compris que pour me sentir bien dans ma vie, il fallait que je continue à faire des choses qui me faisaient un petit peu peur et qui venaient chercher ce sentiment-là que je connais bien, tu sais, que oui, j'ai un but qui est peut-être un petit peu trop loin, mais juste assez pour que je me dise je suis capable de le faire. Quand j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie, ben là j'ai commencé à progresser, tu sais, que ça soit dans ma reconstruction psychologique ou dans les risques que je prends dans ma vie professionnelle. Ben là le train a embarqué, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose que les athlètes, on a eu un gros entraînement sur ça. On finit notre carrière avec plein de qualités, mais on n'a pas personne pour nous montrer ça. C'est ce que j'ai entendu aussi de plusieurs athlètes. C'est après, on est comme laissé à nous-mêmes. Mm-hmm. Et c'est comme, tu sais, parce qu'un athlète, ça va dans tous les niveaux. Tu sais, le sommeil, l'entraînement, ce que tu manges, tes sorties, tu sais, tout est géré quand même pour la performance. Est-ce que c'est difficile de mettre la performance de côté quand on quitte le milieu de la compétition? Parce que tu n'as pas le choix d'être performante quand tu es en compétition. Oui. Moi, je dois dire que je me suis questionnée beaucoup sur est-ce que c'est moi qui voulais vraiment gagner? Tu sais, j'ai un côté très compétitif, mais c'est compétitif avec moi-même. J'ai gagné la majorité de mes compétitions par la peur. Parce que j'avais peur de mon entraîneur, parce que j'avais peur de me faire battre, parce que quand je gagnais pas, je me faisais battre. Mais après ça, tu sais, je me suis rendu compte... ça, là, moi, ça me fait de quoi de t'entendre ça? Tu sais, c'est quelque chose que tu sois devant moi puis tu m'en parles comme ça, Geneviève. Tu sais, je veux dire, c'est gros, là, tu as vécu ça pendant des années. C'est juste l'entendre. Tu sais, je l'ai lu, ton histoire, mais là, de toi, là, tu me le dis là, ça me rentre dedans, là. Tu sais, ça veut dire qu'imagine la pression que tu avais. Mais oui. Puis, tu sais, des fois, je relis mon livre pour être certaine que la fin ne change pas. Puis, tu sais, c'est moi qui l'ai écrit, là. C'est ma vie. Puis, je le relis, puis j'ai encore la nervosité. Puis, je me dis, hey, l'héroïne, est-ce qu'elle s'en sort? Mais bien oui, Geneviève, elle s'en sort, c'est toi. Tu sais, mais... Pour revenir à de quoi qu'on parlait, j'ai perdu un petit peu le fil, mais tu sais, j'y gagnais beaucoup parce que j'avais peur. Mais tu disais que c'est pas, tu gagnais pas. La performance. C'est ça, la performance, elle venait pas de toi. Non, exactement. Puis là, maintenant, dans ma vie, je me rends compte que je suis extrêmement performante, mais tu sais, c'est dans ma routine, c'est dans les choses que j'accomplis, c'est dans la bienveillance, c'est dans le positivisme maintenant. Mais tu sais, gagner une course de vélo... Même, tu sais, je suis retournée au vélo, bon, pour mes raisons personnelles, mais quand j'ai retourné à la compétition, moi, si on est amis, puis ça te tente de passer la ligne en avant de moi, je suis comme, vas-y. Tu sais, j'aime beaucoup plus l'aventure personnelle que ça m'amène, mais en même temps, tu sais, c'est peut-être parce que aussi je l'ai beaucoup vécu et que, j'ai vécu ça, j'ai goûté à ça, cette victoire-là. Mais tu sais, quand j'ai écrit mon livre... Et qu'est-ce que je veux accomplir avec ça? Pour moi, le livre, ce n'est pas la fin. Tu sais, c'est le début de la vie de Geneviève Janson. Je me suis rappelé quand j'ai décidé d'être championne du monde, avant le viol, avant la drogue, avant tout, c'était le sentiment que j'avais. Je voulais tellement être championne du monde. Je trouvais ça tellement beau. Ça m'excitait tellement, là, ce projet-là. Et quand j'ai décidé d'écrire le livre, c'est la seule chose dans ma vie à date que j'ai senti aussi fort que quand j'ai décidé d'être championne du monde. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec ça, le bien que je veux faire dans la société, de faire avancer la discussion sur le sport sain sécuritaire, tout ça, tu sais, c'était... Donc, j'ai retrouvé ce sentiment-là. Donc, puis en même temps, ça m'a fait peur. Parce que quand j'ai décidé d'être championne du monde... J'étais mal entourée. Je suis tombée sur quelqu'un qui a pris ça à son avantage. Puis, tu sais,
de tout ça s'en est écoulé toute la misère de ma vie, en fait, tout ce qui m'est arrivé de plus noir. C'était à cause de mon rêve de petite fille puis de mon ambition de devenir championne du monde en vélo parce que je trouvais le maillot arc-en-ciel. Quand en cyclisme, le championnat du monde, on l'a à chaque année, le vainqueur a un maillot blanc avec des lignes de plusieurs couleurs, de 5 couleurs différentes, qui rappellent pas mal les anneaux olympiques. Et on le porte pour toute la saison prochaine. Moi, je trouvais ça tellement beau. Fait que, tu sais, quand j'ai eu le même sentiment avec mon livre, j'étais comme, my God, Jen, est-ce que quelque chose de mal qui va t'arriver de tout ça? Tu sais, est-ce que tu vas revivre encore la même chose? Mais là, il a fallu que je me raisonne, puis tu sais, que je me dise, ben non, tu sais, ton entourage est différent. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition maintenant. Tu sais. Un entourage. Oui, j'ai un entourage. Parce que tu n'en avais comme pas d'entourage. Non. Tu avais une personne. Est-ce que les autres se doutaient qu'il se passait quelque chose? Oui. Oui, et je peux pas leur en vouloir parce que c'était des temps différents. Le sport sain sécuritaire, des organismes comme Sportaid, ça n'existait pas. Le mouvement MeToo n'existait pas. Mais quand j'ai décidé de dénoncer l'ampleur des abus en 2022, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Geneviève, on le savait, qu'est-ce qui se passait. On s'en doutait, on l'a vu. Mais on n'a jamais rien fait parce que tu gagnais. Puis on avait peur qu'en te disant quelque chose ou qu'en essayant de dénoncer ça aux autorités, que ça t'empêche de gagner. Puis le dernier témoignage que j'ai eu comme ça, là, à la fin du mois d'août, pour célébrer ma fête et le lancement et mon parcours de femme, j'ai décidé de partir de où j'habite, à Saint-Lazare, et de descendre à New York City en vélo. Toute seule. C'est presque 750 kilomètres. Donc, je suis partie de Saint-Lazare le lundi matin à 3 heures du matin, puis je suis arrivée à Manhattan à 10 heures le mercredi matin. J'ai roulé la nuit, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, pendant mon voyage, j'ai eu une crevaison. Où est-ce que j'ai eu ma crevaison? Il y avait un magasin de vélo. Je suis rentrée dans le magasin de vélo et le propriétaire me connaissait parce qu'il était organisateur de courses dans le passé. Et la première chose qu'il m'a dit, il dit, est-ce que ton nom, c'est Geneviève Janson? J'ai dit oui, on a commencé à parler. Puis il m'a dit en premier, avant qu'on commence notre discussion, je veux juste te dire que je m'excuse. J'étais comme, tu t'excuses? Il dit oui, parce que dans le temps, je t'ai suivi toute ta carrière et la première fois que tu es venue faire ma course, au New Hampshire, tu devais avoir 16 ans, tu courais avec les femmes plus vieilles et j'ai vu tout de suite que c'était une relation malsaine. Et après, j'ai vu la progression et je n'ai jamais rien fait. Est-ce que tu me pardonnes? Et j'étais comme, ben là, oui, voyons donc. Mais c'est venu me toucher. Puis, tu sais, je ne l'ai pas senti immédiatement parce que là, je voulais juste faire réparer ma maudite crevaison et je voulais être repartie. J'étais rendue comme à 460 km, puis bref, c'est pas grave, là, mais... Fait que j'en ai encore de ça. Fait que oui, les gens le savaient. Puis, tu sais, mon petit cœur d'enfant, il pense, puis ça me fait de quoi? Parce que, tu sais, j'aurais aimé ça, m'en sortir plus vite. J'aurais aimé ça qu'à 16, 17, 18 ans, quelqu'un me sorte de là. Parce que moi, mes lunettes étaient tellement sales rendues là, tu sais, que je voyais plus qu'est-ce qui m'arrivait. Je le savais que c'est malsain, je suis pas niaiseuse. Mais tu voyais pas ta vie autrement. Je ne voyais pas ma vie autrement. Déjà, à cet âge-là, je pensais que c'était normal. Je pensais comme c'était mon petit pain, puis que c'était... Parce que cet homme-là était beaucoup plus vieux que toi. Ouais, donc, il y avait une autorité. Tu sais, quand tu parles d'autorité, il t'a enlevé toute forme d'autorité. Oui, il m'a enlevé toute forme d'autorité. Il t'a enlevé ton pouvoir décisionnel. Ouais. Il t'a enlevé comme une forme de jugement, à quelque part. Tu sais, quand tu décides plus rien, quand tu fais tout pour prendre moins de place possible, pour éviter les coups, ça t'anéantit, là. Puis ça m'a gardé dans le silence pendant très longtemps parce que je le savais, tu sais, j'étais comme Geneviève, pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Tu le sais que c'est pas bien, tu le sais que tu te fais battre, tu le sais que tu te fais agresser. Ton entraîneur n'est pas aimé des autres, tu sais, c'est une mauvaise personne. Pourquoi t'es pas capable de se sauver? Pourquoi t'es pas assez forte pour te sauver? Et ça, je trouvais ça honteux de ne pas avoir le courage de me sauver. Donc, tout ça a fait que j'en ai pas parlé pendant extrêmement longtemps parce que je me disais, t'es folle. T'as un problème de santé mentale, il y a quelque chose de pas bien avec toi. Pourquoi tu restes là? Pourquoi t'endures ça, tu sais? C'était quoi le déclic où t'as dit ça fera?
mon Dieu, c'est arrivé, on dirait overnight, là, pendant que je dormais. Je me suis réveillée un matin, puis j'étais comme là, c'est fini. Mais c'est que quand, après ma carrière, moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un restaurant. Donc, j'ai acheté un restaurant à Phoenix de déjeuner-dîner. Et j'ai commencé à travailler dans le restaurant et je me suis rendu compte que les gens m'aimaient. Ils connaissaient zéro de mon passé. Je leur servais leur café et leurs œufs le matin. Ils étaient contents de me voir. J'ai découvert que j'avais des talents. Et là, il y avait des clients qui venaient au restaurant que, tu sais, je trouvais de mon goût, des hommes qui m'attiraient. Puis j'étais comme, wow, tu sais, je m'imaginais dans une autre relation avec ce gars-là qui vient au bar que je trouve beau, tu sais, que je veux séduire, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que si je restais dans la vie que j'étais là avec mon entraîneur qui décide tout, que ça allait plus marcher. Mais il n'y a pas eu de moment comme « Ah, je me suis fait battre que là, je pensais encore une fois mourir » ou tu sais, il n'est pas arrivé de bombe atomique. Je me suis réveillée le matin puis c'était clair. J'étais comme « C'est aujourd'hui que ça se passe ». Et je me suis sauvée. Et t'es jamais retournée? J'ai jamais retourné. Fait que c'est ça. C'était sans vraiment croire à l'autorité divine. Je pense que j'ai un certain destin, je suis en charge de mon destin, mais tu sais, il y a certaines circonstances de vie qui t'amènent à prendre certaines décisions. C'est quand tu as sorti de cette maison-là, c'est-à-dire que là, tu avais un monde extérieur parce que tu n'en avais jamais vraiment eu. Et c'est un monde extérieur qui ne connaissait pas ma carrière cycliste. T'étais pas la championne. Voilà. Ça l'a fait une grosse différence. T'étais dans le vrai monde. J'étais pas dans le monde... Parce que le monde du cycliste, c'est un monde fermé aussi. C'est un monde où vous connaissez. Ouais. Là, t'arrivais dans le monde libre. Et ça a pas été long qu'une fois que t'étais dans le monde libre, t'as décidé là, de partir. C'est comme... Là, j'en voulais plus, tu sais. Ça l'a pas pris grand-chose après ça que là, c'est arrivé instantanément. Es-tu fière de cette Geneviève-là qui a pris cette décision-là, cette journée-là? C'est la chose à date la plus difficile que j'ai fait et c'est de ce que je suis le plus fière, c'est de m'être sauvée finalement. Et là, je veux quand même garder la surprise pour les gens qui vont lire le livre, tu sais. Mais c'est vraiment quasiment une scène de film, là, tu sais. J'en reviens pas, Marie-Claude, que j'ai été capable de faire ça. Puis de la façon que ça s'est passé, tu sais. Mais après m'être sauvée, je pensais que ma vie, le lendemain, allait être différente. Mais c'est pas ça, là. Tu sais, c'était difficile. Mes années encore plus difficiles sont arrivées une fois que je me suis sauvée de mon abuseur. Parce que veux pas, les abus, maintenant, était mon identité, même si c'était hyper difficile de vivre dans la violence, je savais que j'étais capable de survivre. Les décisions étaient prises par lui, donc j'en avais pas de surprise. Moi, j'avais aucune qualité humaine, même je veux pas dire qualité humaine, mais tu sais, j'avais jamais pris de décision de ma vie, en fait, parce que j'ai eu mes parents qui ont pris mes décisions pour moi, comme quand on est enfant, tu sais. Oui. C'est super sain, ça. Puis ensuite de ça, je suis tombée entre ses mains et là, j'ai 25 ans. Je n'ai jamais pris de décision seule. Oui, je décidais de qu'est-ce que je mettais le matin pour m'habiller, mais tu sais, c'était pas... et là, je me retrouve dans un monde où est-ce que c'est moi qui prends mes décisions. J'étais apeurée, là. Donc, il y a eu quand même beaucoup de difficultés après ça, mais ce moment-là, ce jour-là... Ben, pour ceux et celles qui vont lire ton livre, là, quand on arrive à ça, je vais dire ça nous fait du bien comme lecteur. Good. Ça arrive quand même assez rapidement. Oui, mais dans le quand livre ça arrive, là, ça fait... Oh, OK, on repart, là. Tu sais, c'est genre... on s'en va vivre une autre aventure, là. Tu sais, ça... On est comme fiers de toi, merci. comme lecteur et lectrice. Niveau rouge, Geneviève, tu vas me donner 3 cartes. Le niveau rouge, c'est rendu quoi? Là? C'est très personnel. C'est plus intime, oui. On a 3? Oui. OK. Ouais. Tiens, ces 3-là. Comment arrive-t-on à se sortir de l'emprise? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? OK, ça, je pense que j'ai quand même répondu. Ouais. Alors, est-ce que je me suis déjà rendue au bout de mes limites physiques et psychologiques? Non. Puis, c'est pas parce que je veux pas, mais je me rends compte qu'à toutes les fois où est-ce que je pensais me retrouver à la limite, on en a tout le temps un peu plus.
On a tout le temps, tu sais, puis c'est pas que j'essaye pas, là, tu sais, puis je pense que dans ma vie personnelle et sportive, Ton côté guerrière mon qui côté... ressort. Hein? Ouais, mais tu sais, puis ça, je pense que c'est bon pour chaque humain. On n'est jamais au bout. On n'est jamais au bout parce que notre limite, c'est quand on y touche qu'on est capable de reniveler la barre. L'équilibre bouge. Et c'est tout le temps un équilibre qui va... Des fois, tu sais, c'est sûr que, bon, la barre monte, la barre redescend. C'est absolument normal dans la vie. Mais j'ai jamais trouvé... Bon, jamais, est-ce que je devrais dire jamais? Est-ce que j'ai trouvé des limites que là, je vois pas parce que je suis devant la question puis, tu sais, je vois ça trop grand? Je le sais pas, mais à date, il y a toujours eu une solution. Tu sais, même si cette solution, elle a été difficile ou que je la voyais pas ou que, tu sais, je ne voyais pas la forêt, je voyais juste l'arbre en avant de mes yeux. Et ça devient aussi en même temps vraiment plaisant d'être attiré par la limite. Tu sais, de vouloir y toucher, de vouloir savoir qu'est-ce qu'on peut accomplir, même de niveau psychologique pour moi. Puis ça, j'ai eu la chance quand j'ai rencontré mon premier vrai copain, Greg, c'est le premier homme, en fait, que je côtoyais, bien, la première personne, homme ou femme, que je côtoyais, que lui avait beaucoup de noirceur en lui. Il y avait des regrets, il y avait des choses, tu sais, qui n'étaient pas fiers et qui voulait comprendre sa noirceur, qui voulait comprendre cette limite-là, qui voulait comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Et qu'en allant creuser dans sa noirceur, en ouvrant l'armoire aux oubliettes, en regardant les squelettes, qui repoussaient sa limite, tu sais. Et ça, j'étais comme, wow, moi aussi, je veux vivre ça. Et qu'il en a fait quelque chose de beau et que ça m'a attirée. Est-ce que je suis attirée par la noirceur? Oui. Je pense que c'est quelque chose en moi que j'apprécie. J'en ai beaucoup sur plein de choses. Mais je me suis rendu compte que ça l'apporte aussi une grande liberté, la limite, de savoir c'est laquelle, où est-ce qu'elle est. D'y faire face. D'y faire face. Puis t'es aussi, ben, on est tous des êtres spirituels. L'humain est un être spirituel. Après ça, bon, on fait ce qu'on veut, mais on a tous c'est déjà là en nous. Et à un moment donné, tu as exploré ça davantage aussi, cet aspect de ta spiritualité-là. Oui. J'ai toujours eu de très jeune âge une sensation qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Bon, est-ce que je l'appelle Dieu? Oui. Mais est-ce que, bon, je crois au catholicisme? Non. Je n'aime pas ce que les hommes en font, bon, pour pas aller là-dedans. Mais tu sais, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose. Et peut-être que cette sensation-là que j'avais quand j'étais toute jeune, que je n'étais pas capable de nommer, m'a amenée à explorer ça. Et oui, pour moi, éventuellement, dans ma vie, ça a été l'Église et le catholicisme. Pas encore parce que je voulais m'accrocher à eux, mais je me suis rendu compte qu'aller explorer ça, aller explorer le Dieu que je pensais qui était l'Église catholique, m'a amené à Rusty, qui m'a fait un très grand bien. Rusty m'a amené à ses retraites de groupe. Les retraites de groupe m'ont amené à dévoiler mon viol pour la première fois devant un groupe. J'ai été acceptée. Cette acceptation-là m'a fait prendre confiance un petit peu plus en moi. Donc, tu sais, je me dis, est-ce que cette énergie-là que je sentais, c'était vraiment juste un fil conducteur tout au long de ma vie qui m'a permis de me développer? Mais ce que je trouve fort chez toi, c'est t'es toujours en quête. Ouais. C'est que tu n'as pas peur de dire, bon, je vais aller m'asseoir là, je sais pas ce gars-là, il là, m'interpelle, il t'a vu, puis il a reconnu quelque chose en toi aussi. Ton Rusty, la première fois que tu le rencontres, il se passe quelque chose aussi entre vous deux. Oui, exactement. Pas de spirituel, pas quelque chose d'amoureux, mais et tu décides de poursuivre, mais tu es seule là-dedans. Moi, c'est ça que je trouve fort, Geneviève, chez toi. C'est toi qui décides de le faire. C'est pas quelqu'un qui dit, tu devrais faire ça, vas-y, puis je vais t'amener là. Tu y vas seul, tu le rencontres, tu décides de poursuivre, tu t'en vas dans ce groupe-là où tu te dévoiles, mais c'est tes choix à toi. On dirait que tu as comme une force que tu suis qui
qui t'apporte aussi au bon endroit. Oui. Il y a quelque chose dans toi qui est beaucoup, en fait, sûrement qui va avec tout où est-ce que tu en es dans ta reconstruction, mais tu as une grande force intérieure. Oui, oui. Tu te fais confiance. Oui, je me fais confiance. Et au début, tu sais, après que je me sois sauvée, je me suis isolée parce que je voulais pas être influencée par personne. Même si c'était de la bienveillance, je voulais pas demander conseil à mes parents, aux autres personnes, parce que je me disais, j'ai peur. Je sortais d'une relation qui était tellement contrôlée que je me disais, est-ce que je vais essayer de leur faire plaisir et dire oui à plein d'affaires, me transformer en une personne encore que, tu sais, que ce sera pas moi qui décide. Donc, je pense que la violence et les abus que j'ai vécus m'ont renfermée. J'ai vécu ça seule. Je me suis habituée à être seule. Quand je me suis sortie de ça, je voulais me retrouver, tu sais, je voulais me recentrer, puis j'ai pas trouvé ça tout de suite, là. J'ai essayé de faire plaisir aux autres aussi pendant longtemps. Mais là, maintenant, je me rends compte que je suis quelqu'un qui annonce. Tu sais, je demande pas la permission, là, comme... J'annonce aux gens qu'est-ce que je vais faire. Et quand pour un homme qui est en couple avec moi ou quand on est mon ami ou même mes parents, je pense que ça va être difficile à vivre parce que des fois, je suis comme, OK, ben moi, je m'en vais faire ça. Fait que... Tu demandes pas la permission. Non, j'aime mieux peut-être me faire réprimander après, quoi qu'il n'y a pas personne qui me chicane maintenant dans ma vie adulte, là, tu sais, j'accepterais pas ça non plus. Mais... ouais, je pense que j'ai cette force intérieure-là. Je sais pas d'où elle vient non plus. Est-ce que je suis née avec ça? Est-ce que, bon, c'est sûr que je l'ai développée, je l'ai entretenue au cours des années. Et souvent, c'était malgré moi parce que j'avais pas d'autre choix, tu sais. Je me suis mis au coin du mur, puis là, ben, shit, j'avais plus le choix. Mais, ouais, fait que les limites, en fait, j'espère jamais les trouver, tu sais, parce que c'est beau, là... c'est beau penser qu'on a une limite, puis y arriver, puis dire, ah ben finalement, il m'en reste. Puis ça me tente en plus d'y aller, tu sais. Puis est-ce que... je veux revenir sur... Tu sais, quand tu faisais des conférences puis que tu devais mentir, là, comment t'étais à l'intérieur? Parce que maintenant, t'es en quête d'authenticité. C'est certainement aussi en lien avec cette grande quête d'authenticité, de vérité, en lien avec ce que t'as pas pu faire. Comment on se sent à l'intérieur quand t'es pris en plein d'affaires? C'est-à-dire que t'es obligé de mentir sur quelque chose que t'as pas voulu, que tu peux pas... Tu sais, c'est pas quelque chose que t'assumes. Comment t'étais à l'intérieur? Tu sais, parce que je te voyais en conférence de presse ou encore avec Alain Gravel, que c'est des entrevues très serrées. Il est face à face avec toi, puis tu réponds avec le plus de conviction possible, mais ce que tu dis, c'est faux quand même. On se sent... je me sentais complètement dissociée. C'est ça, la dissociation. J'ai appris aussi, tu sais, bon, avec mes recherches de neurosciences puis tout ça, que plusieurs victimes qui vivent une coupure comme moi j'ai vécu ont ce sentiment-là aussi qu'on devient deux personnes et qu'on joue un rôle. Donc, je sentais vraiment ça. Je me sentais étrangère à moi-même, étrangère à mes valeurs, étrangère à la femme que je suis, que je veux être, inconfortable. Je me détestais. Mais en même temps, pour pouvoir survivre et pour être capable de vivre une autre journée et avoir la possibilité un jour de m'en sortir, c'est comme si je savais qu'il fallait que je passe au travers de tout ça et qu'il fallait que je joue ce rôle-là encore un peu plus longtemps. Et c'est ça maintenant, avec le recul, que je me dis, ah wow, me semble que j'aurais pas vécu ça. Parce que le plus longtemps qu'on reste dans ce rôle-là, et tu sais, de 15 à 25 ans, c'est une période au niveau neurosciences, là, au niveau du développement du cerveau qui est extrêmement importante. On crée beaucoup de nouvelles connexions, pas autant que quand on est jeune, là, tu sais, de 0 à 5-6 ans. Mais qu'on établit nos patterns, qu'on établit, tu sais, toutes notre bien-être dans notre tête. Et moi, pendant toute cette période-là, tu sais, j'étais étrangère à moi-même. Donc, qu'est-ce qui est établi en ce moment dans mon cerveau et que j'essaye de reconstruire, c'est aussi ça. Tu sais, de déconnecter ces fils-là et de les reconnecter à ma façon.
Mais pour répondre à ta question, c'est ça. Je sentais que je vivais dans une vie. C'est comme si je regardais un film et que je joue un rôle dans un film. Histoire. Je racontais une histoire. Tu racontais pas ton histoire. Tu racontais une histoire. Voilà. Comme une comédienne. Voilà. C'est ça, t'avais un rôle. C'est bien dit. J'étais autre. Et t'as jamais pensé sombrer dans la dépression ou... Mais je pense que j'ai eu des périodes très difficiles où est-ce que j'étais déprimée. Où est-ce que, tu sais, il y a plusieurs périodes encore, même quand je me suis sauvée de lui, que j'habitais seule dans ma maison de Phoenix, que j'espérais ne pas me réveiller. Je me serais jamais suicidée, tu sais, j'aurais jamais fait un plan de suicide parce que, veux pas, j'aime la vie. Je sais pas si je suis heureuse, tu sais, je suis heureuse beaucoup plus par étincelle ou par étoile filante qu'un bonheur journalier, tu sais. Ouais, c'est en pointillé. C'est un pointillé. Ouais. Il me reste toujours un mal de vivre. Puis ça, je l'ai accepté. Puis tu sais, je vis bien avec ça. C'est correct. Mais donc, j'ai toujours eu la flamme de vivre. Mais il y a plusieurs matins où est-ce que je me réveillais puis j'étais comme, demain, je peux-tu juste pas me réveiller? T'sais, ce serait le fun si tout arrêtait, là. Mais que c'est pas mon choix. Mais là, bon, c'est sûr que rendu, en te parlant aujourd'hui, je veux pas que ça s'arrête parce que j'ai encore plein de projets à faire. Puis tu sais, je pense que finalement, j'ai été mis au monde quand je me suis sauvée en 2006. Donc là, on est en 2025, fait que c'est comme j'ai 19 ans, là, je me sens vraiment, tu sais, j'en ai 44 dans la vraie vie, mon âge physique, mais je me sens vraiment comme si je viens juste d'être adulte. Et ton livre La cassure, là, c'est comme un tournant de vie aussi. Il y a un après. Oui, il y a un après. Il y a un après, puis je pense, en tout cas, s'il y a quelque chose qui peut rester de ce livre-là, c'est ça que je veux qu'il reste. Que malgré ce qu'on vit, il y a un après et qu'on est aussi architecte de cet après-là. Oui, mais c'est ta force et c'est là que tu vas intervenir. Oui, c'est ça. C'est pas juste raconter l'histoire, c'est de donner confiance en l'après. Puis j'ai comme l'impression que tu veux accompagner les gens là-dedans. Oui, puis tu sais, le progrès psychologique est tellement difficile à quantifier parce que, veut pas, on le sent pas. On rentre chez notre psy, on parle de toutes nos affaires, il nous donne des outils. Mais ces outils-là, on n'a pas la chance de les utiliser jusqu'au moment où on se retrouve dans la même situation qui nous a fait capoter avant, qui nous amenait là, une bouffée d'anxiété, un tsunami d'anxiété, et que là, on réagit différemment à la même situation. Mais tu sais, on est humain, on veut se protéger, on n'ira pas se mettre volontairement dans cette situation-là qui nous faisait capoter avant. Fait que souvent, en se protégeant de cette situation-là, on se rend pas compte de notre projet psychologique. Fait qu'on se dit, hey, là, ça fait 10 ans que je suis le petit, là, puis ça marche pas, on dirait, tu sais, on est découragé, c'est long, c'est ci pis ça. Et là, tout d'un coup, par le hasard des choses, on se retrouve dans cette situation-là, puis t'es comme, wow, j'ai grandi finalement. Fait que, tu sais, j'aimerais ça encourager les gens à aller fouiller dans leur armoire aux oubliettes, d'aller vraiment creuser à l'intérieur, mais aussi avec en étant accompagnés, bien sûr, à prendre des mini-risques, de se mettre dans des situations qui leur faisaient peur dans le passé pour être capable d'être témoin de leur changement. Puis, tu sais, puis quand on se rend compte qu'on n'a pas changé, qu'on a encore les mêmes réflexes qu'il y a 5 ans, ben c'est parce que c'est pas encore réglé puis c'est correct. Là, tu as du matériel avec ton psy pour continuer à avancer, tu sais. C'est ça. Ouais, là, c'est compagnie. Les cartes roses, my T'en God. choisis 4, s'il te plaît. Ben, il y en a 4. Il y en a 4, 3. T'en choisis 3. Voilà. Alors, voici. Parce que ça dépend. Des fois, tu sais, surtout avec toi, tu as eu des abus. J'ai fait attention quand même à ce niveau-là. Je savais que tu comprends. Avec toi, il y a moins de questions. C'est bon. Bon, de quelle façon ta vie intime a-t-elle évolué avec le temps? Est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Et on est allé en douceur. Oui, c'est soft comparé aux autres podcasts que j'ai écoutés là, avec tes invités. Ouais, c'est toute bonne. Je vais prendre celle-là. Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Ça serait séduire, mais je me rends compte que ce n'est pas tout le temps sain. Parce que séduire, pour moi, ça vient chercher mon côté compétitif. Alors, c'est presque des fois comme un défi.
et j'ai de la difficulté à me faire séduire, je suis mal à l'aise. Je ne joue pas la game de, tu sais, puis j'aimerais ça être la fille là, de Girl Next Door qui accepte la séduction, qui accepte la game d'un gars, aller sur une date, puis se faire complimenter, puis rire, puis tu sais, là, être vraiment... Hey, moi, je suis pas ça pantoute, là. Moi, je suis super intense dès le départ, là, tu sais, mais peut-être aussi que je me dis, j'ai plus le temps de jouer de games. Ça m'intéresse veut dire quoi, pas. être intense, là? Ben, tu sais, je veux dire... je vais dire les vraies choses tout de suite. Je vais parler de mes défauts tout de suite, de mon passé tout de suite. Je vais poser les grosses questions tout de suite à l'autre personne. Tu sais, je laisse pas de mystère. Et ça, je me rends compte que il y a bien des hommes et probablement bien des femmes aussi qui aiment ça. Tu sais, les débuts de relation, là, c'est mystérieux. On se dévoile tranquillement. Toi, tu te dévoiles. Hey, moi, c'est une bombe. Je vais te sauter d'en face, puis that's it. Si t'aimes pas ça. Mais tu sais... C'est parce que je veux que les gens m'aiment pour la bonne raison. J'ai tellement joué un rôle pendant longtemps. Les gens m'aimaient pour qui je n'étais pas que j'ai peur de ça. C'est ça. C'est que ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est une réaction. Oui. C'est dire, hey, là, m'a tout te dire tout de suite. Oui. T'es en réaction à, je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire. Oui. Maintenant, alors que l'autre, peut-être, il sait pas ça, tu sais. Fait que ça peut être très difficile. Ça peut être frontal, en tout cas. Oui, exactement. Mais tu sais, à date, ça m'a bien servi parce que les 2 gars que j'ai eus dans ma vie, ils n'ont pas eu peur de ça. Ils ont été comme, parfait. Viens-t'en, Jen. C'est de même tu joues. Toi, dans ce temps-là, c'est que t'es authentique. Oui. Et tu dis que séduire, t'es dans la performance, c'est-à-dire que... Peut-être un peu. Tu sais, je me rends compte que pour moi, c'est comme... Ça devient... c'est ça. Je veux être sûre que je gagne sur... pas sur la personne, mais tu sais, que je suis assez bonne. Que finalement, oui, tu sais, je me prouve à moi-même que je suis assez bonne pour que lui, il m'aime. Puis tu sais, pourtant, je veux dire, les relations de couple, c'est pas ça. Tu peux pas chasser quelqu'un au point où est-ce que tu peux pas le forcer à t'aimer. Tu peux pas... Tu sais, je veux dire, si tu convaincs quelqu'un que t'es la bonne personne pour lui, c'est pas ça que tu veux. T'es pas dans le ressenti. Non, t'es dans la c'est tête. ça, T'essaies de... Mais dis-moi, est-ce que présentement, t'as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis célibataire. Puis est-ce que tu veux quelqu'un dans ta vie? Oui, ben oui, éventuellement. Mais tu sais, je pense que j'ai quitté un homme merveilleux au mois de mai 2023 parce que, bon, moi, je m'en allais dans un chemin dans ma vie que ça marchait plus avec lui. On est encore hyper amis. C'était la bonne décision. Il méritait une femme qui allait l'aimer pour qu'est-ce qu'il voulait bâtir. Moi, j'avais besoin de vivre quelque chose seul. Et je savais pas à l'époque que j'allais écrire un livre. Et je me rends compte, moi en amour, si la personne habite à New York City, je vais déménager. Je suis très passionnée. Tu sais, j'aime en entier aussi. Et je me suis rendu compte que si j'avais eu quelqu'un dans ma vie dans la dernière année, je n'aurais peut-être pas écrit mon livre. En écrivant mon livre, je me suis découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas encore réglées. Tu sais, je pense pas que je pourrais être la partenaire que je désire être pour quelqu'un. J'avais besoin de passer, puis j'ai encore besoin de passer une période de ma vie seule pour bien établir ma base et pour être capable de vivre la relation de couple que je veux et que je sais que je suis capable d'avoir. Fait que oui, je veux quelqu'un parce que, tu sais, je trouve ça long. Ben, tu sais, je veux dire, je serais pas avec n'importe qui, mais tu sais, surtout avec toutes les grosses émotions que je vis en ce moment, je trouve ça difficile, je me sens seule. Mais j'ai des super amis de filles, tu sais, je suis entourée, mon ex Paul est encore là, puis tu sais, c'est mon meilleur ami de gars, puis j'en ai d'autres amis hommes aussi qui me connaissent en entier, puis tu sais, qui m'appuient, puis mes amis de filles, puis tout ça, donc je ne suis pas seule, comme je l'étais dans le passé, je suis entourée par de personnes merveilleuses, mais tu sais, il y a quand même c'est quand même différent quand t'as ton amoureux qui est là, donc je souffre de ça en ce moment, je mentirai pas.
Mais pas au point de me dire je veux n'importe qui parce que j'ai besoin d'aller me coller. Puis tu sais, moi, avec qu'est-ce que j'ai vécu, puis ça, j'ai aucunement honte de le dire, je coucherai pas avec n'importe qui. Tu sais, j'ai pas besoin de ce côté-là, physique, sexuel. Oui, j'aime ça. Oui, je veux être là avec quelqu'un, mais tu sais, j'irai pas chercher ça parce que ça me manque. Je préfère attendre pour être avec la bonne personne. Je vais coucher avec quelqu'un, un gars que j'aime profondément ou tu sais, que je ressens quelque chose pour. Donc, tu sais ça, je veux pas dire que la bonne personne, j'attendrai pas qu'elle me tombe du ciel, tu sais, éventuellement, je pense que les circonstances de ma vie vont faire que je vais rencontrer, mais c'est ça. Mais ça sera c'est ça, tu vas t'ouvrir quand ce sera la bonne. Ouais. Quand tu vas le sentir, quand tu vas sentir la réciprocité. Tu as parlé d'amitié. Oui. Et on comprend aussi que avec le temps, tu as développé des amitiés féminines, ce que tu avais moins dans ta vie, et la beauté de la sororité. Hein, et tu parles de Lynn Bessette. Et c'est très touchant. Je sais que tu en as parlé aussi avec Pénélope McQuaid à la radio. Vous avez fait une entrevue ensemble, toi et Lynn Bessette, qui était ton ennemie jurée presque en cyclisme, qui était une compétitrice, vous n'étiez pas amis pendant que elle se doutait que tu te dopais. Donc, Lynn a quand même une voix, elle parlait, elle le dit publiquement, tout ça. Et là, finalement, à un moment donné, elle t'écrit. Oui. Et ça a débloqué quelque chose chez toi. Elle t'a permise, j'ai l'impression d'être... Tu sais, tantôt, tu disais, je me sentais imposteur ou peu importe, mais j'ai l'impression qu'elle t'a ouvert la porte à être Geneviève Janson pleinement. Absolument. Le cadeau de générosité que Lynn m'a donné est immense. C'est un des plus grands que je n'ai jamais vécu. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là de mon histoire, j'étais pas réconciliée 100% avec le vélo. Je trouvais que c'était pas ma place. Je voulais aussi lui laisser cette place-là parce que Lynn a énormément souffert de mon entraîneur aussi, par ricochet. A vécu des choses qu'elle n'aurait jamais dû vivre, des déceptions qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Je voulais pas l'empêcher mais de vivre dans son monde à elle, qui est le monde du sport. Puis Lynn, c'est une compétitrice née, elle aime ça, elle est toujours dans l'aventure, elle est toujours, à la poursuite aussi de ses propres limites physiques et psychologiques dans les aventures sportives qu'elle fait. Et quand elle m'a écrit, ça m'a comme donné permission de retourner un peu dans le sport, de me dire, OK, finalement, j'ai une place. Ça l'a pris quand même quelques années avant qu'on se voit face à face puis qu'on développe une certaine amitié. Mais tu sais, dans un sens, le livre ne serait peut-être pas là si elle ne m'avait pas écrit non plus. Puis, j'ai découvert une grande sœur au travers de tout ça. On a 2 gros caractères. On est très similaires dans plein de choses. Vous êtes sanguine, là. Oui, on est sanguine. Tu sais, on a un background différent, des passions différentes. On se rejoint sur plusieurs choses. Elle m'a fait un grand bien. J'espère que moi aussi, j'y ai fait un grand bien. Oui, on sent une réciprocité dans cette relation. On a grandi ensemble pendant l'année de compétition qu'on a passée ensemble. Maintenant, c'est sûr que, tu sais, on s'écrit un peu, puis elle habite quand même Sutton. Elle a d'autres plans de vie que j'approuve. Ben, que j'ai même pas besoin d'approuver, mais tu sais, que je la regarde aller. En fait, je suis descendue à New York City toute seule en vélo, rouler à la nuit, puis tout ça, parce que j'ai pris son exemple. Tu sais, je pense pas que j'aurais fait ça seule si j'avais pas passé mes années avec Lynn, exactement, là, dans le passé récent. Elle m'a beaucoup inspirée, tu sais. Parce que là, vous avez fait de la compétition ensemble. Oui, on a fait un an de compétition ensemble. On a fait la course Badlands, qui est 750 km de gravel en Espagne. On l'a fait de façon individuelle, mais tu sais, on était dans le même voyage. Et pour se préparer à ça, on a vécu beaucoup d'émotions, là, tu sais, pendant cette année-là. Fait que, tu sais, j'ai appris énormément d'elle. Juste par la voir agir dans sa propre vie, tu sais, j'espère, en tout cas, moi, elle m'a fait tellement de bien que j'espère être capable de lui redonner ça
Tu sais, éventuellement, je sais pas si je vais être capable, mais ouais, c'est une personne qui est exceptionnelle, avec un cœur qui a pas de limite. Elle est drôle, elle est super intelligente. Tu sais, elle a du guts, my God. Fait que... Parce que ton entraîneur, vous avez monté l'une contre l'autre. Oui, et les médias aussi. Et les médias aussi. Veux pas, on a deux championnes, là, c'est sûr qu'il faut prendre un camp. Tu sais, mais oui, mon entraîneur, définitivement, a eu son rôle à jouer là-dedans, tu sais. Fait que on s'est jamais connus. J'ai encore le regret de dire hey, j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, tu sais. Peut-être qu'on se serait pas bien entendu, c'est super possible. Mais bon, sauf qu'il y a des regrets là-dedans. Mais c'est là aujourd'hui. Oui, exactement. Ça aurait pu jamais être là et c'est là aujourd'hui. Puis tu sais, je nous donne tout le crédit du monde parce que, écoute, on a des passés chargés. On était des ennemis pendant tellement longtemps. On avait plein d'idées préconçues sur qui on était. On a tout laissé ça de côté. On a eu le courage de se retrouver. Puis, tu sais, je pense qu'on va avoir des choses à se dire toute notre vie. On a des blessures qu'on va penser au courant du futur qui s'en vient, toute notre vie, tu sais. Mais c'est rare qu'on voit deux ennemis se retrouver puis dire, OK, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On aime, les deux, on n'aime pas notre passé. On n'aime pas qui on était. On n'aime pas, qui on était, je veux dire, ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On décide de réécrire l'histoire. C'est rare. Fait que, tu sais, je trouve ça cool. On est badass, là. Autant Lynn que moi. Oui, t'sais. Je pense que dans les deux cas, ça vient réconcilier quelque chose dans vos vies. Parce qu'elle n'a pas fait pour rien t'écrire non plus. Elle aurait pu jamais t'écrire. Elle aurait pu jamais m'écrire. T'attendais pas qu'elle t'écrive, là, Lynn Bessette. Non, pas du tout. Et j'aurais compris. Lynn Bessette avait 100% raison d'être fâchée et de m'en vouloir. Donc, elle avait pas tant de raisons de t'écrire. Absolument pas. Elle l'a fait pour mon bien, j'ai l'impression. Puis toi, tu l'as reçu. Tu aurais pu dire aussi, hey, moi, ça me tente pas d'aller là. J'aurais pu avoir peur. J'aurais pu dire non. Ouais, t'as absolument raison. Puis les deux, vous avez accepté. Il y avait comme quelque chose à vivre ensemble. Oui, je pense que c'est encore une fois le destin, mais en même temps, on reconnaît, tu sais, les athlètes qui n'ont pas peur du défi. Vous avez fait des nœuds. Oui. Ensemble. Ouais, c'est beau. Ah oui, c'est une belle amitié. Mm. La question pour ton réseau, c'est la première fois que je laisse un choix. Alors, tu choisis une des deux. À quel moment as-tu repris espoir d'une vie meilleure? Puis que représentent les super-héros dans ta vie? Je vais prendre repris espoir dans une vie meilleure. C'est vraiment quand je me suis sauvée. Les super-héros aussi, c'est une bonne question, mais c'est plus abstrait. Là. J'ai jamais vraiment eu de héros dans ma vie. Donc, mais t'as la petite en super-héros dans ton livre. Là. C'est cute. Supergirl, oui, absolument. C'est cute cette image-là. T'avais, c'est ce matin-là, sans dire comment ça s'est passé, mais t'étais animée vers... Là, c'est fini, c'est assez. Il y a une suite qui fait pas partie de ça. Ouais. Demain ne sera pas ce que je vis aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'avais pas vécu, je venais pas de me faire battre au point où est-ce que là, je voulais me sauver. Ma vie était plus ou moins stable, était stable dans son chaos. Oui, mais tu avais été capable de récupérer. Moi, je pense que Geneviève, avant, tu étais dans un état de fatigue incroyable. Ouais. Tu sais, tu avais l'entraînement, la performance, tout ce que tu vivais. Après ça, confronter quand même le milieu en disant, parce que tu avais toujours un doute sur tout ce que tu faisais. Tu avais des tests à passer, la nervosité. Tu sais, je peux imaginer tout ce que tu vivais, tu n'avais pas de place dans ta tête, j'imagine, pour penser quitter ça. Comment tu aurais pogné ça? Par quel bout tu aurais pris ça? Puis ça, en fait, ça me suit aussi dans ma vie parce que à toutes les fois que je veux prendre des grosses décisions, comme là récemment, en septembre 2024, j'ai laissé mon emploi d'entraîneur-chef. Parce que là, j'étais épuisée de ça. J'aime encore le coaching, mais ce n'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Je veux vraiment me consacrer au sport insécuritaire et, tu sais, le poste que je veux, la position que je veux dans ce monde-là, elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu dis là? On va le lancer dans l'univers. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il va falloir que je la crée,
cette position de figure de proue, de guerrière qui se bat sur la première ligne pour les femmes, pour les victimes de violences, pour rendre le milieu du sport, mais pas juste le milieu du sport, tu sais, un milieu plus sain, pour donner des outils aux survivants pour qu'ils deviennent eux aussi des guerriers, puis ça n'a pas besoin d'être envers le monde entier, mais au moins dans leur propre vie. Il y en a pas beaucoup des modèles comme ça, et c'est ce que je veux devenir. Comment je vais y arriver, j'en ai aucune idée. Mais t'as fait, là, tu sais, premièrement, ton T-shirt déjà annonce quelque chose. Tu viens de dire ta biographie, c'est le début de c'est le début de ça. Ouais. C'est t'annonces tes couleurs et tu veux écrire d'autres chapitres de ce livre-là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai laissé mon emploi parce que là, j'étais tellement rendue épuisée et tout est arrivé en même temps. Épuisée physiquement parce que j'avais trop roulé pour m'aider passer au travers de mon écriture que, tu sais, j'ai commencé mon livre en février 2024, mi-février. J'ai terminé au mois d'août. Donc, j'ai eu une période, là, je me réveillais à 4 heures du matin avant d'aller travailler. J'écrivais, je revenais, j'allais en vélo. J'écrivais après ça le soir. Tu sais, j'ai clenché ça. Puis, c'était naturel. Tu sais, c'était mon rythme naturel. Ça me faisait plaisir de m'asseoir devant mon ordinateur. Ça me faisait plaisir d'aller en vélo. Mais là, ça m'a épuisée. J'étais épuisée de ma job. Et là, je me suis dit, j'ai un petit peu d'argent en banque, là. Je ne peux plus être entraîneur à temps plein. Je suis tannée de cette vie-là. Je prends 1 an jusqu'à la sortie de mon livre, où est-ce que là, je coach 2 soirs semaine et je me repose. Je n'aurai pas de plan. Et c'était justement pour ça. Parce que je voulais me retrouver et je le sais que j'étais tellement épuisée, tellement chargée dans tout ce que je faisais que je n'avais pas de temps pour penser et pour bâtir le futur que je voulais. Un peu comme tu m'as parlé hors micro, que tu as dit non à certaines choses pour te consacrer sur X, qui est important pour toi dans ta vie. Oui. C'est la même chose que j'ai faite. Donc, j'ai pris la dernière année. Oui, j'ai travaillé. Oui, j'ai eu des contrats avec Sportaid. J'ai fait beaucoup de sensibilisation et d'éducation avec Alison Forsythe aussi, sa compagnie Generation Safe pour le sport. Mais tu sais, en gros, là, j'étais comme retraitée. J'ai pris 1 an de retraite pour me préparer à là. Donc oui, le jour où est-ce que je me suis sauvée, tu as absolument raison en disant que j'ai eu une période j'avais pas le temps de penser. Et là, peut-être que j'ai eu une mini-période où est-ce que je travaillais au restaurant, que là, les cendres ont retombé et que je me suis réveillée un matin et j'ai dit, là, c'est fini, c'est assez, je m'en vais. Et c'est une période de clarté que j'ai rarement eue dans ma vie. Et que là, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas eu non plus, mais c'est comme si, encore une fois, le bon Dieu ou la force m'avait parlé et m'avait dit, c'est aujourd'hui. Et c'est là que je me suis dit, il y a espoir, je veux être la 2e Geneviève. Tu sais, à partir du viol, j'ai toujours été 2 personnes. J'ai eu la personne qui a été abusée et qui jouait le rôle, et ça l'englobe aussi mentir et tu sais, tout ça. Puis je m'en rendais compte, Marc-Claude, pendant toutes ces années-là, je le savais qu'il y avait la Geneviève qui était curieuse, fonceuse, qui aimait l'école, tu sais. Mon entraîneur m'a forcé à arrêter l'école aussi. Je voulais redevenir elle, mais je savais pas comment. Et j'étais capable d'y toucher, mais tu sais, il était juste un petit peu trop loin, puis... Fait que c'est ça. Fait que ce matin-là, c'était comme... Puis même si ça a été super difficile après, je dirais que c'est ça c'est la première fois que je me suis rendu compte, oui, là, j'ai espoir et je vais le faire arriver. C'est impossible que je reste dans ma vie. C'est impossible. Parce que déjà, quand on a de l'espoir, même si le devant n'est pas lumineux, c'est de l'espoir d'une vie meilleure. Oui. Tu sais, tout était meilleur que ce que tu as vécu dans le fond. Exactement. Ça pouvait comme pas être pire. Même si j'ai eu des périodes après que je trouvais que c'était pire parce que là, je savais plus comment avancer, tu sais. J'avais pas d'éducation, j'avais un secondaire 5, j'avais peur de revenir à Montréal parce que pas parce qu'il m'empêchait de revenir à Montréal, mais qui m'aurait donné une chance? Tu sais, mes amis voulaient plus me parler parce que j'étais une tricheuse, le milieu du cyclisme, j'étais une tricheuse là-dedans aussi, tu sais, je veux dire, je fais quoi? Je m'en vais où? Je veux pas demander conseil à personne, je veux me trouver. Fait que... je regrettais quasiment ma vie passée. Donc, je peux pas dire que j'ai eu tout de suite du bonheur
Mais Es-tu fière de toi, Geneviève, quand tu dis ça? Tu sais, mes amis voulaient plus me parler parce que j'étais une tricheuse. Tu sais, les gens te percevaient différemment. On avait la championne, puis après ça, c'est comme si t'as déboulé. Tu sais, ce titre-là pour dire, c'est elle qui a triché, c'est elle qui s'est dopée. Est-ce qu'aujourd'hui, de voir la perception qu'on a de toi, quand tu vois où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette fille-là qui était là puis celle-là qui est aujourd'hui? Comment on les unit, ces deux-là? Ben, genre, je sais pas, j'en reviens pas. J'aurais jamais pensé. Tu y croyais plus à ça? Je croyais plus. J'aurais jamais pensé que je deviendrais, que je suis rendue là dans ma vie. Puis, mais tu sais, ça, c'est beau parce que là, ça me donne encore plus d'espoir pour le futur. Tu sais, je me dis, qui je vais être à 50 ans? Hey, je peux faire ce que je veux, finalement. Je peux créer la personne que je veux parce que si je regarde dans le passé, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de regarder le passé. Je me suis transformée de quelqu'un qui était complètement brisé et abattu sur la Geneviève qui est là, présente en ce moment à 44 ans, en 2025. Le changement est tellement drastique que là, ben finalement... Tout est possible. Tout est possible. Parce que je trouve que le couloir que tu avais pour t'en sortir, il était petit. Il était petit, moi, je sais. Il était mince, ce couloir-là. On aurait pu ne plus jamais entendre parler de toi, tu sais, Geneviève. Et t'es revenue en force, tu sais, quand on dit toujours le mot résilience, est très galvaudé, mais tu es une résiliente quand on regarde ta vie. Oui, mais ça l'a passé, puis ça, c'est quelque chose que je veux laisser aux gens. Ça l'a passé par vraiment aller fouiller dans ma noirceur. Oui. D'aller regarder. Par le courage. Tu as été courageux. C'est courageux d'aller fouiller dans la noirceur. Parce que ça fait mal. Comprendre où étaient mes torts. Bon, peut-être pas mes torts, là, mais comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Comprendre mes faiblesses, comprendre tout. Je pense que, le courage d'aller creuser, le courage d'aller chercher l'aide que j'ai besoin, de continuer dans ce processus-là, tu sais, ça passe vraiment par là. Puis je serais surprise si c'était vraiment différent pour les autres qui veulent se transformer. Ça passe par une période de marde. Dans Gravel, dans Garnotte. Ouais. Parce que tu es une victime, mais tu t'es pas victimisée. Je trouve que, parce que tu auras toujours été victime de cet homme-là, mais tu en as fait quelque chose. Tu n'es pas resté sa victime. Ouais. Je pense que c'est une grande victoire aussi de dire je ne suis pas, j'ai été ta victime, je ne suis pas ta victime. Je suis ailleurs maintenant. Je veux être prisonnière de rien. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, par exemple, pour les 10 prochaines années? De continuer à faire des choses qui me font peur. De continuer à aller, à changer, en fait. Donc, j'ai hâte de te recevoir à nouveau en entrevue. Hey, je vais peut-être être une personne complètement différente. Mais en tout cas, moi, je te souhaite que ce que tu veux, de poursuivre ton rêve, c'est-à-dire d'aider les gens, d'être là pour eux, t'es un exemple vivant. Tu sais, tantôt, tu le disais, ça prend de l'évidence. On avait le mot en anglais, evidence, mais c'est ce que t'es. C'est-à-dire, voici l'exemple. Donc, on a une preuve ici, quand on te regarde, qu'il y a une vie après les abus physiques, abus sexuels, abus psychologiques. T'es tous les abus. Ouais. En fait, qu'il y a une vie après l'emprise. Absolument. Et t'en es la preuve vivante. Ben, mon Dieu, merci. Merci, Geneviève Janson. C'est super le fun. Merci à toi, Marc-Claude. Merci et on se dit au prochain podcast. Merci tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.